Au début de l'histoire, le château du démon blanc se profile, où la déesse du démon, connue sous le nom de déesse des ténèbres, Hélios, vole dans les airs. Furieuse, elle appela le principal protagoniste de l'histoire, Chen Bai. Chen demanda « Quoi ?» Hélios répondit que son échec dans la mission l'avait mise de mauvaise humeur, et qu'il devait donc aller en enfer maintenant. Surpris, Chen demanda à nouveau « Quoi ?» Puis, réalisant la gravité de la situation, il se crispa. Chen a alors demandé à la déesse Hélios d'attendre, et a demandé une autre chance, citant ses accomplissements passés. Hélios répondit que les humbles humains n'avaient pas le droit de demander des opportunités, et elle déclara que son château de magie blanche serait anéanti en même temps que les ténèbres. Soudain, des vagues noires commencèrent à s'élever dans le château du démon blanc, enveloppant Chen de toutes parts et l'entraînant dans la rivière des ténèbres. Alors qu'il est entraîné par les vagues, il se demande comment, bien qu'il soit sur le point d'achever une tâche pour la dame déesse, un seul échec signifiait qu'il allait être anéanti simplement parce qu'il était un humble humain. Il décide alors de refuser d'accepter son sort et se met à rire de façon hystérique. Juste avant d'être entièrement consumé par les ténèbres de l'eau, il a montré son majeur à la déesse Hélios, et a crié qu'il la détruirait quoi qu'il arrive. Ensuite, dans l'obscurité de l'eau, il y avait un noir infini, et Chen s'y enfonçait. Soudain, sa serrure à sablier s'est activée, et miraculeusement, Chen se réveilla dans son lit, toujours en train de crier furieusement contre la déesse Hélios. En voyant ce qui l'entourait, Chen fut choqué et commença à se demander comment il n'était pas encore mort et où il se trouvait. Après avoir analysé attentivement la pièce, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de son dortoir de l'époque où il était à l'université. Il se demanda alors comment il avait atterri là et pourquoi il n'avait pas été tué par la déesse Hélios. Les décennies de tourmente lui semblaient si réelles qu'il commença à se demander s'il ne s'agissait pas d'un rêve, n'est-ce pas? Soudain, son attention se porte sur son médaillon en forme de sablier, et il remarque quelque chose d'étrange. Il se souvient que le sablier est l'objet qu'il a obtenu 20 ans après l'arrivée du Testament universel, lorsque le procès a commencé. Il a également fait remarquer que le sablier était l'objet le plus unique qu'il ait jamais vu. Il ne pouvait pas afficher ses attributs et ne pouvait pas être détruit, c'est pourquoi il le gardait toujours avec lui. Il regarda attentivement le sablier et s'interrogea. Il se souvenait que le sable se trouvait au fond et qu'il ne s'écoulait pas, même retourné. Mais maintenant, à sa grande surprise, il se trouvait au sommet. Il a donc interprété que l'heure s'inversait, puis il a curieusement vérifié l'heure. Après avoir cherché, il a découvert qu'il s'agissait du 5 juin 2032, soit 10 jours avant l'arrivée de la volonté universelle et le début de l'Apocalypse. Chen a expliqué que dans 10 jours, le 15 juin, la volonté universelle arriverait officiellement et déclencherait l'Apocalypse. Pendant cette période, plus de 90% de l'humanité périra, et les personnes décédées se transforment en divers zombies et monstres. Il a également expliqué que toutes les armes conventionnelles échoueraient face à eux. Le monde entier assisterait à leur disparition en une seule nuit. Cependant, parmi les dangers de l'apocalypse universelle, il y avait aussi des opportunités. Les survivants allaient réveiller des capacités innées en eux. De nombreux équipements et objets magiques de différents royaumes allaient également descendre sur Terre en même temps que la volonté universelle. Ces trésors ont attiré l'attention d'un dieu qui contrôle les règles de l'univers. Il a également expliqué que ces dieux ne pouvant pas intervenir directement dans le procès, ils attiraient les humains sous couvert de protection, en essayant d'en tirer des bénéfices. Chen a alors révélé que dans sa vie précédente, il n'était pas assez fort. C'est pourquoi, après de nombreuses luttes, il s'est finalement placé sous le commandement de la déesse Hélios. Il a désespérément accompli les tâches qu'elle lui a confiées, essayant d'améliorer son statut. Mais il ne s'attendait pas à être effacé à cause d'une mission ratée. Ensuite, il a reçu des nouvelles sur son téléphone portable. Les gens parlaient d'un nouveau type de maladie qui ressemblait à la rage ou aux zombies d'un film. La deuxième nouvelle qu'il a reçue était que les patients de l'hôpital de Jiangcheng devenaient fous et mordirent les gens. Enfin, un événement incroyable s'est produit. Un corps en pleine dissection médico-légale s'est réveillé. Après avoir lu tout cela, il se leva et décida que cette fois-ci, il devait devenir beaucoup plus fort pour ne pas avoir à compter sur les autres. Il se promit de devenir assez fort pour que la déesse démoniaque Hélios s'incline sous ses pieds. Déterminé, il se dirigea vers l'hôpital pour y travailler. En chemin, Chen raconta que 10 ans après le début du procès, quelqu'un prétendait avoir découvert le seul moyen d'améliorer les capacités innées. Cette personne a dit que 10 jours avant le début de l'épreuve, les capacités innées devenaient effectives. Si une personne découvre et utilise ses capacités innées pendant cette période, elle peut les améliorer.
Dans sa vie précédente, sa capacité innée était une résistance au virus de rang E. D'après cette méthode, il pense que pour améliorer sa capacité innée, il doit utiliser le virus pour la déclencher et la renforcer à l'avance. Une fois arrivé à l'hôpital, Chen a vu le médecin et l'infirmière discuter de la maladie. Le médecin dit qu'il n'avait jamais vu de symptômes aussi étranges. Ils étaient vraiment sans précédent. L'infirmière a également réagi en disant qu'elle avait l'impression que le patient était comme dans les films. Chen s'est donc approché de la chambre du patient et, une fois arrivé, il a vu que le patient était attaché à la civière par des cordes. Chen s'aperçoit rapidement que le patient s'est transformé en zombie. Une seringue à la main, Chen se prépara à prélever son sang. Tout en retirant le sang, Chen expliqua au zombie que pour utiliser et entraîner sa capacité innée de résistance au virus, il ne pouvait compter que sur lui-même. Après avoir prélevé une généreuse quantité de sang, il pensait que cela suffirait à déclencher sa capacité innée. Il a donc attendu un certain temps jusqu'à ce que l'hôpital dispose d'un espace libre. Lorsqu'il eut enfin un peu d'espace libre, il se rendit compte qu'il n'y avait personne dans le dortoir, car ils étaient restés debout toute la nuit. Alors qu'il allait s'injecter le sang du zombie, il se sentit un peu hésitant, car si la théorie était fausse, il risquait de mourir sur place. Mais rapidement, il décida d'oublier les conséquences et de l'utiliser. Sans hésiter, il s'injecta le sang dans la main. Tout en se l'injectant, il se remémora les combats qu'il avait menés avant la réinitialisation, endurant des décennies comme un faible, survivant à peine jusqu'à ce qu'il fasse enfin quelques progrès. S'il éveillait une capacité innée de rang E cette fois-ci, même s'il connaissait l'avenir, il craignait de manquer des opportunités parce qu'il était trop faible. Il serait donc préférable de mourir plutôt que de recommencer à zéro et d'être toujours aussi faible. Soudain, après avoir injecté le sang, il s'est effondré sur le sol. Puis il s'est réveillé au même endroit, le château du démon blanc, où Helios lui demandait d'abandonner la résistance et d'embrasser les ténèbres en tant qu'humble humain. Faire partie des ténèbres était la fin la plus appropriée pour lui. Mais cette fois-ci, Chen a réussi à se relever et a répondu à Helios avec fureur, se demandant comment il avait pu tomber à un moment aussi crucial. Puis la scène s'est déplacée vers l'hôpital, et Chen reprend conscience, en marchant bizarrement. Quelques personnes entrèrent dans la pièce et furent stupéfaites de voir Chen Bai. Ses nerfs semblaient saillir de toutes parts, et du sang coulait de ses yeux et de sa bouche. L'une de ces personnes reconnut Chen Bai, et lui demanda avec tension ce qui se passait. Chen a été stupéfait de voir le garçon pendant une seconde, et lui a demandé avec joie s'il était de retour. Chen a ensuite dit qu'il allait d'abord se laver le visage. Le garçon a répondu par un « d'accord ». Dans les toilettes, il se regarda dans le miroir et commença à se sentir heureux, car sa théorie s'était avérée vraie et avait fonctionné. Le virus zombie ne l'a pas tué et ses capacités innées ont été améliorées avec succès. Chen se demanda alors quel serait le niveau de sa capacité innée après son éveil. Soudain, à sa grande surprise, il entendit une voix qui le félicitait d'avoir été sélectionné comme pionnier, de recevoir le titre de pionnier et de s'éveiller à l'avance. En entendant cela, il a compris qu'il s'agissait de la voix de la volonté universelle, et il s'est senti heureux d'avoir réussi à s'éveiller. Il a donc commandé l'ouverture de l'interface du titre, et un écran est apparu devant lui, affichant des informations sur le fait d'être un pionnier. Il a été déclaré que ceux qui pouvaient découvrir, utiliser et entraîner leurs capacités avant le début de l'épreuve pouvaient posséder ce titre. Leurs attributs étaient augmentés de 5% et leur gain d'expérience de 10%. De plus, ils pouvaient éveiller le panneau d'attributs à l'avance. En lisant cela, Chen se sentit heureux de l'augmentation de pourcentage, réalisant que c'était un titre parfait pour lui. Il ordonna d'ouvrir le panneau de la capacité innée, où son niveau de capacité est indiqué comme SSS, ce qui indique qu'il possède une grande quantité de pouvoir en lui-même. Dans l'histoire, le monarque du virus se distingue par la plus grande compétence de l'élément virus. Il peut absorber, utiliser, manipuler, transformer et même créer des virus. Cependant, à cette époque, Chen ne possédait que la capacité d'absorber des virus, et la portée de l'absorption était assez limitée. Chen avait mentionné qu'il avait besoin d'une grande quantité de virus pour augmenter sa capacité, et naturellement, l'hôpital était le meilleur endroit pour acquérir des virus. Cependant, alors qu'il retournait à l'hôpital, il a été momentanément stupéfait. Il voit une foule de gens se précipiter vers lui, certains l'implorant de les aider, d'autres l'incitant à fuir. Partout, c'est le chaos. Les gens se précipitent pour sauver leur vie. Alors que Chen courait, quelqu'un lui a crié qu'il y avait une épidémie de zombies, affirmant que c'était la fin du monde. Sa surprise s'est transformée en prise de conscience lorsqu'il s'est souvenu d'une chose importante. Chen raconta que dans sa vie antérieure, il avait entendu des gens parler de 3 incidents étranges qui s'étaient produits à Zhengshang avant le début du procès.
L'un d'eux était l'hôpital scellé. Il a alors compris qu'il devait s'agir de l'hôpital scellé et s'est mis à courir vers la zone infestée de zombies. En voyant cela, certains passants ont été stupéfaits et lui ont demandé ce qu'il faisait. Mais il n'a écouté personne et a foncé directement vers les zombies. S'emparant de l'un d'eux, il commence à absorber son virus. Ce faisant, sa compétence de talent de monarque viral commençait à accumuler des points qui pouvaient être utilisés pour la renforcer. Après en avoir absorbé un, il s'est attaqué à tous les autres zombies, en criant qu'aucun zombie ne pouvait lui échapper. Pendant ce temps, au 4e étage de l'hôpital, dans les toilettes, des zombies attaquent les gens. La scène montre des zombies attaquant et frappant la porte des toilettes. À l'intérieur, il y avait 2 personnes. Liu Fang, le directeur de l'hôpital, et une infirmière nommée Sujin. Le directeur Liu, tendu, dit à Sujin que c'est fini, car la porte ne tiendra plus longtemps. Au fond de lui, il savait qu'il n'y avait pas d'issue, et ils ont donc pensé qu'ils étaient condamnés. Liu tourna ensuite son visage vers Sujin. Ses yeux sont remplis de convoitise et il rit. Pendant ce temps, Sujin pleurait et se demandait ce qu'il devait faire. Soudain, elle a vu le visage du directeur Liu et ses actions étranges, et lui a demandé ce qui n'allait pas. Liu s'est alors approché d'elle avec un sourire sinistre, lui disant qu'il la poursuivait depuis si longtemps, mais qu'elle n'avait jamais accepté. Maintenant qu'ils sont sur le point de mourir, il lui propose de le laisser s'amuser avant leur mort. Stupéfaite d'entendre ces paroles, Sujin demanda à Liu s'il avait perdu la tête, s'interrogeant sur les absurdités dont il parlait. Mais avant que Liu ne puisse répondre, les zombies ont franchi la porte, prêts à entrer. À ce moment-là, Liu se crispa, criant que ce n'était pas possible, car ce n'était pas encore son heure de mourir. Paniqué, il saisit la main de Sujin et l'a utilisée comme bouclier devant les zombies, en criant qu'il ne voulait pas mourir, mais qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Après l'avoir jeté vers les zombies, il s'est mis à courir. Mais comme il n'avait pas d'autre issue, il s'est retrouvé face à une fenêtre. Tendu, il se prépare à sauter de la fenêtre du 4e étage pour s'échapper. Il a tenté de sauter, mais il est resté coincé dans la fenêtre et a été attaqué par les zombies. La scène se déroule ensuite 7 minutes plus tard, où des personnes mordues par les zombies gisent mortes sur le sol, et Chen sont également arrivés sur les lieux. Chen remarque une fille du personnel médical qui semble indemne. Il se rendit compte qu'elle avait probablement été mordue récemment par un zombie. Il comprit qu'il pouvait encore s'écouler un certain temps avant qu'elle ne se transforme. Compte tenu de l'arrivée imminente des militaires pour boucler la zone, il en conclut qu'il avait besoin d'une personne connaissant bien la disposition de l'hôpital pour s'orienter. Il a décidé d'essayer d'aspirer tout le virus qu'elle contenait pour voir si cela pouvait l'empêcher de se transformer en zombie. Avec détermination, il absorbe tout le virus et, à sa grande surprise, elle est sauvée. Se réveiller peu de temps après. Chen remarqua que son plan avait réussi, et il éprouva un sentiment de soulagement et de bonheur. Sujin remercie Chen de l'avoir sauvée et ce dernier lui demande si elle n'a pas perdu connaissance. Sujin a répondu par un oui, indiquant qu'elle était consciente de ce qui s'était passé. Chen dit alors à Sujin qu'il a besoin de son aide pour le moment. Sujin répond qu'elle n'a aucun problème à l'aider, mais qu'elle veut d'abord changer de vêtements. Chen saisit la main de Sujin et commença à la tirer, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas assez de temps pour cela. Il la presse de l'emmener à l'endroit de l'hôpital où il y a le plus de virus. Sujin s'exécute et le conduit au laboratoire. Dans le laboratoire, Sujin explique que c'est là que l'hôpital stocke la plupart des virus et que tous les échantillons cliniques des patients sont testés. Chen a alors collecté quelques virus et lui a assuré qu'elle n'avait pas besoin de s'expliquer. Cela devrait lui suffire. Il a versé tous les virus dans un bécher et les a mélangés. Pendant ce temps, Sujin s'étonne et s'effraie, demandant ce qu'il essaie de faire. Chen lui demanda de se taire un instant. Il but ensuite les virus mélangés, et sa capacité augmenta à nouveau, gagnant quelques points. Les virus étaient un mélange du virus de l'hépatite, du virus de la grippe, du virus de l'herpès et du virus du VIH. Après avoir absorbé tous les virus, son prochain objectif était de renforcer le virus zombie grâce à eux. Il a regardé l'écran de son poing, qui montrait qu'il avait 5 options de mise à niveau. Virus d'après, virus de décomposition, virus T, virus de la coccie et virus de la lumière sombre. Après les avoir toutes examinées, il conclut que l'amélioration la plus bénéfique pour améliorer sa force à l'heure actuelle était le virus de la lumière sombre. Il sélectionna le virus de la lumière noire et expliqua qu'il s'agissait d'un virus principalement axé sur la dévoration et l'évolution. Alors qu'il était occupé à ses tâches, Sujin a soudain crié que des zombies s'approchèrent de la porte du laboratoire. En entendant cela, Chen ordonna à Sujin de ne pas bouger de sa place. Il s'approcha ensuite du zombie et l'attrapa par le cou pour absorber le virus. En voyant les actions de Chen, Sujin ne comprit pas ce qu'il faisait.
Alors qu'il absorbait le virus, Chen remarqua que le processus d'absorption était plus rapide qu'auparavant. Bien que le zombie pèse environ 150 livres, il n'éprouva aucune difficulté à le soulever. Il y vit une bonne occasion de tester sa nouvelle capacité sur le zombie. Avec détermination, il utilise la capacité du virus de la lumière sombre sur le zombie. Ce faisant, des vagues noires ressemblant à des branches sont apparues et ont commencé à dévorer complètement le zombie en quelques secondes. Le corps entier du zombie a été dévoré et absorbé par la sienne. Chen se sentit revigoré. Il remarqua la vitesse d'absorption rapide et récupéra même un peu d'endurance. Pendant ce temps, de l'autre côté, Sujin tremble de peur en le voyant. Elle lui demande nerveusement ce qu'il vient de faire. Chen sourit et lui demande ce qui ne va pas. Sujin pousse un soupir de soulagement et exprime sa gratitude, déclarant qu'il l'avait sauvé. Elle croyait qu'il ne lui ferait pas de mal, et elle était donc prête à l'aider à garder ses secrets. Chen lui tend la main pour l'aider à se lever et se présente sous le nom de Chen Bai. Sujin se présente également à Chen Bai. Soudain, Chen entendit des sons, indiquant qu'il s'agissait du personnel militaire. Conscient de cela, Chen dit à Sujin qu'il semble que l'armée et la police soient arrivés à l'hôpital. Ils ont dû boucler la zone et se débarrasser des zombies. Il lui a donc dit qu'ils devaient partir eux aussi. Il lui a de nouveau pris la main et s'est mis à courir. Tout en courant, il lui a demandé de l'emmener sur le toit, car c'est de là qu'il partirait. Sujin, confuse, demanda pourquoi il ne pouvait pas partir directement puisqu'il ne s'était pas transformé en zombie. Chen a répondu qu'il n'avait pas le temps d'être isolé et interrogé par les militaires et la police. À leur grande surprise, un autre type de problème se présentait à eux. Soudain, à leur grande surprise, une étrange créature apparut devant eux. En voyant le mutant, Chen fut choqué, surtout lorsqu'il l'attaqua soudainement. Il réalisa que le moment était mal choisi pour qu'ils s'affrontent. Sujin est stupéfait par la vue de la créature et ne sait pas quoi faire. Le mutant s'est alors dressé sur ses jambes, prêt à les combattre. Alors que le mutant attaque soudainement, du sang commence à couler de sa main. Néanmoins, il continua de sourire, intrigué par la vue du mutant devant lui, réfléchissant au type d'évolution que le virus de la lumière noire subirait en assimilant le mutant. Alors que le mutant s'avançait pour attaquer, Chen bondit pour esquiver le coup, et riposte avec un coup de pied rapide visant sa tête. Cependant, le mutant s'avéra très agile. Avant que Chen ne puisse reprendre pied, il lança une attaque tranchante dans sa direction. Par miracle, Chen réussit à esquiver l'attaque. Dégainant son arme imprégnée du pouvoir des zombies, il se rendit compte que le mutant égalait ses prouesses. Néanmoins, il décocha un puissant coup de poing au mutant, donnant tout ce qu'il avait. Le coup de poing n'a fait que des dégâts mineurs. Chen se prépara à lancer une nouvelle attaque, conscient que si elle ne fonctionnait pas, le traitement du mutant serait un processus de longue haleine. Alors que le mutant se relève des dégâts, Chen se concentra sur sa guérison pour le prochain round de combat. À la surprise générale, Sujin a brisé la vitre de la boîte d'urgence avec son coude et a récupéré l'as à l'intérieur. Elle cria à Chen Bai de se concentrer sur elle et lança la hache vers lui. Simultanément, le mutant s'est approché pour l'attaquer. Chen esquiva rapidement l'assaut, en attrapant simultanément la hache lancée par Sujin. Reconnaissant de son intervention, il remercia Sujin tout en se préparant à contrer le prochain mouvement du mutant. Il lança son assaut sur le mutant, déclarant que c'était maintenant leur combat. La hache à la main, il lança une série d'attaques en contournant le mutant. Enfin, il visa la jambe du mutant, qui s'immobilisa et s'agrippa à la plaie. Dans un moment de répit, Chen se détendit et remarqua en souriant qu'il était surprenant que le mutant tienne encore le coup dans de telles circonstances. Il plaça ensuite sa jambe sur la tête du mutant, se préparant à lui porter le coup décisif en lui tranchant la tête. Tandis que Chen plaisantait, avertissant le mutant de ne pas laisser de blessures sans soin et d'être vigilant à l'approche de l'anniversaire de sa mort, il a, par inadvertance, donné au mutant la possibilité de guérir. Soudain, le mutant riposta de toutes ses forces, lançant une puissante contre-attaque contre Chen. Avec le mur, Chen expulsa du sang de sa bouche, la hache lui échappant. En voyant cela, Sujin s'effraya et se crispa, s'inquiétant de plus en plus pour Chen. À la surprise générale, Chen est resté imperturbable, affichant un sourire même face à l'adversité. Il s'est dit que lorsqu'on est au bord de la mort, il n'y a pas d'autre choix que de l'embrasser, trouvant une sorte de grandeur étrange dans l'inévitabilité de la mortalité. S'adressant au mutant, Chen lui demanda s'il souhaitait le mettre en pièces. Chen clignota dans les yeux du mutant, quand soudain des vagues sombres et ramifiées émergent de l'estomac de Chen, et de prendre le mutant dans leur filet. Chen déchaîna son pouvoir de dévoration de l'évolution sur le mutant, qui poussa un hurlement d'agonie. Observant la souffrance de la créature, Chen remarqua qu'elle avait fini par avoir peur de lui. Mais il était trop tard. Peu à peu, Chen consuma le mutant tout entier, ne laissant rien derrière lui. Sujin, choquée et terrifiée par la scène qui se déroulait devant elle,
trouva tout de même le courage de féliciter Chen pour son remarquable exploit. Lorsque le processus de dévoration se termina, il devint évident que Chen avait absorbé un zombie griffu de 2e stade. La transformation du virus de la lumière noire se poursuivit, et une fois achevée, Chen acquit la capacité de griffe d'os caractéristique du zombie griffu. À sa grande surprise, les mains de Chen ressemblèrent désormais à des griffes mortelles. À cet instant, Chen ressentit une vague de bonheur, réalisant que choisir le virus de la lumière noire avait été la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Alors que les militaires arrivent sur les lieux, ils ont demandé si Chen et Su-jin étaient en vie, leur demandant de lever la main si c'était le cas. La frustration passa sur le visage de Chen à cette demande. Les militaires ont réitéré leur commandement, avertissant que s'il n'y avait pas de réponse après avoir compté jusqu'à 3, ils ouvriraient le feu. Fixant les militaires d'un air de défi, Chen prit rapidement Su-jin dans ses bras et lui demanda de s'accrocher fermement. Sans hésiter, il s'est précipité dans l'action, ce qui a incité les militaires à ouvrir le feu. La tension monte lorsque Su-jin demande à Chen de tourner à droite, en indiquant un passage sûr menant au toit. Alors qu'il s'enfuyait, Chen fut touché par des balles, ce qui fit se crisper Su-jin et l'avertit de ses blessures. Chen, toujours concentré, accepta calmement la situation, choisissant de rester silencieux et immobile tandis qu'ils avançaient. Après quelques minutes intenses, ils atteignent le toit, où Chen a ouvert la porte d'un coup de pied puissant. Reprenant son souffle, Chen se tourna vers Su-jin et lui demanda où elle habitait. Su-jin s'empressa de lui donner son adresse. Quartier de Rongfang, 4e rue Nord, rue Nanbae. Chen a hoché la tête en signe de reconnaissance, puis s'est élancé et a sauté du toit. Su-jin, stupéfaite et effrayée, a instinctivement entouré Chen-bai de ses bras alors qu'il tombait en piqué. La scène passe ensuite à la rue Nanbae et arrive à la maison de Su-jin. En entrant dans sa chambre, Su-jin lui indique la salle de bain et lui propose d'aider Chen à nettoyer ses blessures. Chen la rassure, expliquant que les balles ne se sont pas logées à l'intérieur et que ses blessures sont déjà guéries. Il l'a encouragé à ne pas s'inquiéter, indiquant qu'il allait bien. Chen insista, son inquiétude l'emportant sur tout sentiment de gêne. Chen acquiesça d'un signe de tête et retira sa chemise comme elle le demandait. Alors qu'elle examinait ses blessures, Su-jin ne put s'empêcher de se sentir un peu troublée. Elle lui montra les marques et les traces de blessures restantes sur sa main, l'incitant à y regarder de plus près. Jetant un coup d'œil à sa poitrine et à son ventre, Su-jin suggéra à Chen d'inspecter également ces zones sous prétexte qu'elles n'avaient pas cicatrisé correctement. En réalité, elle se sentait attirée par lui, particulièrement hypnotisée par son physique bien défini. Chen, d'un ton léger, taquine Su-jin en lui demandant s'il se rétablirait immédiatement s'il la mangeait, et lui demande en plaisantant si elle est prête à se sacrifier pour lui. Su-jin, troublé par ses plaisanteries, répond maladroitement qu'il ne la mangera pas, faisant remarquer que s'il devait le faire, il l'aurait déjà fait. À la surprise de Su-jin, Chen se rapprocha soudain d'elle et lui chuchota à l'oreille, révélant ainsi que sa supposition était erronée. Il lui avoua qu'il ne l'avait pas mangée plus tôt parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas. Su-jin, surprise par la révélation de Chen, ressentit une poussée d'excitation et se retrouva à court de mots. Soudain, à sa grande surprise, Chen enleva le tissu déchiré de son corps, indiquant que l'environnement était maintenant propice à sa précédente suggestion. Chen lui demanda à nouveau si Su-jin était prête à se sacrifier pour l'aider à se rétablir. Bien que Su-jin n'ait pas explicitement répondu par l'affirmative, elle a évité la question en détournant le sujet, suggérant qu'il fasse le ménage à la place et faisant remarquer que c'était une bonne idée. Chen interprète la réponse de Su-jin comme un oui indirect. Lever sa réticence, de le dire franchement à cause de l'embarras. D'un signe de tête, il s'est penché vers lui et l'a embrassé, ce qui a déclenché un moment de passion entre eux. Ils ont partagé une connexion profonde, culminant dans une rencontre intime. Cependant, au beau milieu de leur intimité, le téléphone de Chen-bai se met à sonner sans cesse, bombardé de notifications de messages. Les amis de Chen-bai, Zhao-mu et Song-ge, lui ont envoyé des messages, s'inquiétant de son état de santé. Song-ge a demandé s'il allait bien, ayant appris d'un autre ami qu'il s'était rendu à l'hôpital Jiangcheng. De son côté, Zhao-mu a indiqué que la beauté numéro 1 de l'école, Song-ji, avait demandé de ses nouvelles, ce qui a suscité la curiosité de savoir où il se trouvait. La scène se déroule quelque temps plus tard, alors que Chen se promène sur le marché. Tout en marchant, il parla des événements étranges qui s'étaient produits à Jiangcheng avant le procès. Il mentionna l'hôpital scellé, l'attentat à la bombe en banlieue et l'abattoir monstrueux, admettant qu'il ne savait pas grand-chose sur ces 3 choses. Il se demanda également pourquoi il n'avait que très peu d'informations sur ce qui s'était passé avant l'arrivée du procès.
et que personne ne semblait s'en préoccuper, puisque cela n'était mentionné qu'occasionnellement dans les conversations informelles. Il devint tendu, réfléchissant à ces choses, et commença même à avoir mal à la tête. Chen reçoit alors un appel de Soo-jin. Lorsqu'il a répondu, il a dit qu'il avait acheté le petit déjeuner pour eux et qu'il serait bientôt là. Mais Soo-jin ne l'a pas appelé pour lui demander ce qu'il en était. Au lieu de cela, elle lui raconta que 2 personnes étaient venues le chercher, disant que Song Ji-kyung voulait le voir. Chen fit comme si c'était normal pour lui d'entendre ce nom. Soo-jin répète que les 2 individus ne lui semblent pas dignes de confiance, car s'ils prétendent que Song Ji-kyung veut le voir, il s'agit probablement d'une escroquerie, étant donné que Song Ji-kyung est la reine de Jiangcheng. Tendue, elle demanda à Chen ce qu'elle devait faire. Chen lui assura qu'il ne mentait pas et leur demanda d'attendre dehors. En entendant cela, Soo-jin fut un peu surprise et répondit par un « d'accord ». Là, Chen a ouvert le chat avec Song-gae et l'a trouvé plein de messages, demandant des nouvelles de sa santé et de l'endroit où il se trouvait. Chen a expliqué que Song Ji-kyung était la mère de Song-gae, un de ses camarades de classe qui avait eu des démêlés avec lui. Il a alors émis l'hypothèse que Song-gae était allé voir sa mère, et que si Song Ji-kyung avait pu se rendre chez Soo-jin, cela signifiait que Ji-kyung devait savoir quelque chose. Chen a alors jugé nécessaire d'aller à la rencontre de Ji-kyung. La scène s'est déplacée vers l'entrepôt de congélation de la banlieue, où les gardes de Ji-kyung guidaient Jen vers sa chambre. Chen raconta que Song Ji-kyung était une personne qui était passée de la misère à la richesse, devenant la personne la plus riche de Jiangcheng. Il excellait à la fois dans les activités légitimes et illégitimes. Après l'arrivée de l'épreuve, elle s'est réveillée en tant que talent de niveau A, développant rapidement son propre pouvoir. Finalement, elle a unifié Jiangcheng au cours de la compétition à 3 et a vraiment mérité le titre de reine de Jiangcheng. Il a également déclaré qu'elle était quelqu'un qu'il avait admiré dans sa vie passée. Mais maintenant, il riait en pensant que les choses étaient différentes. S'il parvenait à la rallier à sa cause, il pourrait faire beaucoup plus pendant cette période précédant le procès. Ils s'arrêtèrent dans le couloir de l'entrepôt de banlieue, où Ji-kyung se tenait avec sa fille. Lorsque Chen les rejoignit, son garde du corps lui en parla. Après quoi, Ji-kyung s'excuse de l'avoir fait venir chez elle, expliquant qu'elle ne pouvait vraiment pas s'échapper. Chen lui demande si elle voulait lui parler de quelque chose. Surprise, Ji-kyung s'approcha de lui et ajusta ses vêtements. Elle lui explique qu'elle l'a appelé parce que Song-gae est rentré chez lui, disant que Chen n'était plus joignable au premier hôpital de Jiangcheng et qu'il lui avait demandé de l'aider. Ji-kyung a également mentionné qu'elle l'avait appelé chez elle pour voir quel genre d'homme pouvait rendre Song-gae si nerveux. Qu'avait-il de si charmant? Chen a répondu qu'il n'aimait pas tourner autour du pot et lui a demandé pourquoi elle l'avait appelé. Ji-kyung sourit et dit qu'il était assez direct et qu'elle ne tournerait pas autour du pot non plus. Elle demanda alors directement à Chen ce qu'il pensait de devenir le mari de sa fille. Comme il aimait aussi Song-jae, il n'était pas exclu qu'il devienne son gendre. Chen a répondu qu'il ne pensait pas qu'elle avait une raison de vouloir de lui, ce à quoi Ji-kyung a répondu en mentionnant sa performance héroïque à l'hôpital et a demandé si quelqu'un développerait des sentiments. C'est vrai. Chen, stupéfait, a déclaré qu'il se souvenait d'avoir détruit le système de surveillance et l'alimentation électrique de l'hôpital. Il lui a ensuite demandé comment elle était au courant et comment elle l'avait trouvé si rapidement. Ji-kyung demanda à Chen de ne pas la sous-estimer, car au moins pendant le temps écoulé entre le hall et la salle de surveillance, ces hommes pouvaient encore remonter jusqu'à lui. Elle déclara de façon convaincante qu'elle avait quelqu'un à l'hôpital. Ji-kyung a ensuite montré à Chen sa conversation téléphonique avec une fille nommée Xin, comme Xin lui avait envoyé une vidéo de lui s'enfuyant avec Soo-jin dans la main. Ji-kyung répète qu'elle a eu beaucoup de chance, puisqu'elle fait partie des survivants que les troupes ont sortis de l'isolement le matin. Elle trouva un collègue de Soo-jin qui lui était assez familier et qui s'appelait Liu Fang. En entendant le nom de Liu, Chen fut surpris, puis il a montré la scène de la nuit dernière dans la maison de Soo-jin, où Soo-jin a parlé à Chen de Liu Fang. Chen l'a confirmé en rappelant qu'il y avait une personne nommée Liu Fang dans la salle de bain à l'époque, et que Liu avait non seulement essayé de la molester, mais l'avait aussi poussée vers les zombies. Soo-jin répondit par un oui et raconta qu'après l'avoir poussée vers les zombies, Liu avait tenté de s'échapper en sautant par la fenêtre. Cependant, il a été attrapé par les zombies et a eu la tête fracassée à travers la vitre. Après cela, il n'a plus bougé. Liu Feng n'a donc pas été attaqué par les zombies à ce moment-là. Il a juste été écrasé par la fenêtre et blessé. Chen fut également surpris d'entendre cela, réalisant que la personne accrochée à la fenêtre était Liu, alors qu'il pensait que Liu était déjà mort. Soo-jin répond qu'il vaudrait mieux que Liu Fang soit déjà mort, car elle le détestait tellement.
La scène est ensuite revenue dans le couloir de l'entrepôt de congélation de la banlieue, où Chen a demandé à Zi-Kyung si elle voulait bien lui dire où se trouvaient les survivants isolés. Zi-Kyung a répondu en lui disant d'être son homme et qu'elle lui dirait tout ce qu'il voulait lui demander. Chen lui dit alors qu'elle le sous-estime. Zi-Kyung a répondu que c'était vrai. Avec seulement une information, bien sûr, elle ne pouvait pas égaler ses compétences, mais elle avait quand même quelques atouts. Chen l'interrompit et dit non. Elle avait mal compris. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'elle en savait trop peu sur lui. Il a également dit que si elle en savait plus sur lui, elle comprendrait qu'il ne peut pas être son homme, mais c'est elle qui devrait être sa femme. En disant cela, il sortit ses griffes. En voyant cela, Zi-Kyung a été stupéfaite, et Song-Ge est venu devant Zi-Kyung pour la couvrir. Chen a répondu que Zi-Kyung avait tort et lui a dit de devenir sa femme et qu'elle obtiendrait alors ce qu'elle voulait. Il demande à nouveau ce que Zi-Kyung a à dire à ce sujet. Zi-Kyung sourit et lui dit qu'il la sous-estime, car en montrant ses griffes, il ne pourra pas la conquérir. Elle ajouta qu'en plus, il avait déjà une belle et jolie jeune infirmière, et lui demanda pourquoi il s'intéressait à une vieille tante comme elle. Chen s'est ensuite approché de Zi-Kyung, lui a tenu le visage, et lui a demandé qui ne serait pas tenté par une si belle femme mariée. Il a ensuite expliqué que chacun avait ses forces et ses faiblesses. Ainsi, au moins en ses jours précédant l'Apocalypse, elle peut faire beaucoup plus pour lui que Sujin. En entendant cela, Zi-Kyung posa la question d'une apocalypse avec seulement quelques zombies. Chen répondit que les zombies ne méritaient pas d'être qualifiés d'échauffement. En entendant le mot « échauffement », Zi-Kyung a compris que Chen en savait beaucoup. Chen a répondu par un « oui », affirmant qu'il en savait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Zi-Kyung dit alors qu'elle pense qu'ils ne sont pas tous les deux du genre à se soumettre facilement aux autres et lui demande de coopérer ensemble, lui offrant son aide en échange de ses informations. Elle demande à Chen ce qu'il en pense. Chen répondit par un « d'accord », car il pensait que conquérir la reine de Jiangcheng n'était pas facile. Zi-Kyung répondit qu'il avait bien sûr raison, mais qu'elle avait hâte de rencontrer un homme capable de la conquérir. Elle demanda à Chen de poursuivre ses efforts pour la conquérir. En réalité, elle était impressionnée par le geste de Chen. Soudain, ils entendirent des coups de feu provenant de l'extérieur. Chen est choqué et demande « Des coups de feu? Qu'est-ce qui se passe ?» Tandis, Zi-Kyung raconte que la nuit précédente, le commandant Huang de la région militaire de Jiangcheng avait envoyé le capitaine Zhao pour négocier avec elle. Ils avaient réquisitionné des entrepôts réfrigérés pour stocker les zombies vivants et les survivants sauvés des capitales isolées. Les tirs devaient donc provenir de là, mais elle se demandait comment les choses avaient pu mal tourner, car il n'y avait qu'une trentaine de zombies enfermés dans la chambre froide, à peine capables de se déplacer. Chen commença à se demander s'il ne s'attendait pas à ce que la découverte des zombies se fasse si rapidement en raison de leur lenteur à basse température. Cependant, il ne savait certainement pas que les conditions extrêmes augmentèrent la probabilité de mutation des zombies. Soudain, il se concentra sur la situation. Il se trouvait dans la chambre froide de la banlieue, et des zombies mutants s'y trouvaient également. Il se rend compte qu'il pourrait s'agir de l'endroit où a eu lieu l'attentat à la bombe dans la banlieue. Il s'en réjouit et demande à Zi-Kyung d'y aller, car ils doivent vérifier. Une fois sur place, il se demanda de quel type de mutation il s'agissait. La scène se déplace ensuite dans la zone de la bagarre entre les commandos et les zombies, où les commandos lancèrent des grenades dans la bouche des zombies. Des explosions se produisent à chaque seconde, et la région s'est couverte de brouillard. Tout le monde attendait que le brouillard se dissipe pour voir ce qu'il était advenu du zombie à la grenade. À leur grande surprise, le zombie n'avait même pas une égratignure de la taille d'un pouce. Le capitaine Zhao a alors ordonné que leurs armes ne puissent pas causer de dommages efficaces. Tout le monde a donc formé des groupes avec les gens autour d'eux et s'est dispersé pour attirer l'attention du monstre. Ils savaient qu'ils devaient tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. À la surprise de Zhao, Zi-Kyung arrive et lui demande de dire à ses commandos de cesser le feu et de battre en retraite. D'un ton crispé, il lui demande ce qu'elle veut dire. Zi-Kyung a répondu qu'il ne pouvait pas blesser cette montagne de viande et qu'il devait donc dire aux commandos de ne plus mourir en vain. Elle demanda également au capitaine Zhao de leur dire de protéger ses employés de l'entrepôt frigorifique et les survivants de l'hôpital d'isolement qu'il avait amenés chez elle et de les faire sortir rapidement. Jay répondit que c'était impossible car le monstre n'était pas lent et que personne ne pouvait s'échapper sans le maîtriser. Soudain, il est apparu qu'une jeune fille nommée Luli était allongée sur le sol et sur le point d'être attaquée par le monstre de viande. Zi-Kyung demande à nouveau au capitaine Zhao de faire ce qu'elle dit et de ne pas s'inquiéter pour le monstre car quelqu'un s'en occupera. De l'autre côté, Chen s'est interposé entre le monstre et Luli pour la sauver. Il a tenu le monstre pour l'empêcher d'attaquer,
et c'est là qu'il a raconté qu'il venait d'attraper le monstre et qu'il s'est presque disloqué. Elle avait tellement grandi qu'elle semblait ne pas pouvoir être traitée par les soldats. Le monstre de viande allait attaquer Chen, mais celui-ci esquiva l'attaque en s'éloignant rapidement et contre-attaqua avec ses griffes sur le bras du monstre. À nouveau, le monstre et Chen se trouvaient face à face. Le monstre voulut le frapper, mais Chen s'écarta juste à temps. Le monstre frappa les murs à la place. Voyant cela, le capitaine Zhao demanda à Zikyung ce qui se passait, si elle élevait un monstre. Zikyung rit et demande à Zhao de quoi il parle en lui disant de bien regarder. C'était un humain. Elle a également révélé que Chen était son partenaire. Chen grimpa dessus, demandant au monstre de viande de ne pas les manger car il les gaspillerait tous. Chen commença alors à dévorer tous les bœufs avec ses compétences. Et une fois de plus, les branches de la vague sortirent et attachèrent tous les bœufs en elle. Alors qu'il dévorait les bœufs, le monstre a saisi l'occasion et l'a attaqué. Mais il esquiva à nouveau l'attaque et sauta au loin. Finalement, la dévoration fut si rapide qu'au moment où il esquiva l'attaque, celle-ci était terminée, et il gagna un peu de force et d'endurance. Chen était heureux d'annoncer que le bœuf était vraiment de première qualité, car il permettait non seulement de stocker son énergie, mais aussi d'augmenter son niveau. Chen remarqua alors que le monstre avait l'air fatigué, et il pensa que Mazanter essayait de se réapprovisionner car il était presque épuisé. En effet, le monstre grattait les pierres en tâtonnant. Chen a saisi sa chance et s'est empressé d'attaquer le monstre, car c'était au tour de ce dernier de mourir. Le monstre vit que Chen allait attaquer, mais la fatigue l'empêcha d'agir et il fut frappé par Chen. Zhao et Zikyung étaient stupéfaits. Chen a ensuite attaqué le monstre avec ses griffes, encore et encore, pour le rendre plus impuissant. Après s'être assuré que le monstre était désormais incapable d'agir, Chen sut qu'il était temps de le dévorer. Il ordonna alors d'activer sa compétence de dévoration. Après quoi, des branches de vagues noires sortirent de sa main, couvrant et attachant le monstre de partout. En voyant cela, Zhao fut choqué et s'écria qu'il n'était certainement pas possible pour un humain de faire ce que Chen était en train de faire. Pendant ce temps, Chen commençait à dévorer lentement le monstre de viande. Zhao a répété que Chen ne pouvait pas être une personne. Il se dit alors que c'est son heure, car tant que les deux monstres ne bougent pas, il peut faire ce qu'il veut. Zhao demande alors à son talkie-walkie si les renforts sont arrivés, car il doit demander le lancement d'un missile, et les coordonnées sont celles de l'entrepôt de la banlieue. Mais avant que Zhao ne puisse terminer son ordre, Zikyung lui pose la main sur l'épaule, et lui a demandé de rester calme et de bien réfléchir. Elle lui rappelle que Chen les aide maintenant et qu'il l'a même sauvé. Elle lui a conseillé de ne pas faire de bêtises, car cela se terminerait très mal pour tout le monde. La scène s'est ensuite déplacée 10 minutes plus tard, où tous les commandos visaient Chen avec leurs boucliers pour leur sécurité. Le capitaine Zhao demande à tout le monde d'être en état d'alerte et de se tenir prêt avec leurs balles chargées. Zikyung demande à Zhao de ne pas oublier ce qu'il lui a dit. Le capitaine Zhao répondit qu'il se souvenait de ce qu'il avait dit et qu'il n'ordonnerait pas d'attaquer tant que Chen ne les aurait pas attaqués en premier. D'un autre côté, Chen augmentait sa puissance en gagnant 500 points de virus, et même son nouveau talent nommé Virus King était débloqué. En dévorant un mutant rare, toutes les capacités du virus de la lumière noire furent grandement améliorées. Il avait également acquis une nouvelle capacité appelée Marteau lourd. Après avoir acquis cette capacité, il était heureux de son évolution car il pouvait ressentir une force incroyablement puissante. Mais malheureusement, il n'y a rien à tester pour l'instant. Il a ensuite indiqué qu'il avait réalisé son plus gros gain de la journée, à savoir un noyau de montagne en chair. Le noyau de la montagne de chair était un matériau très rare et pouvait être utilisé pour fabriquer des équipements. S'il trouvait un moyen de la contrôler, il pourrait même l'utiliser pour créer un mur de chair capable de croître indéfiniment. Il se dit alors: devrait-il le nourrir davantage et faire pousser une autre montagne de chair pour tester sa force? Soudain, il a été appelé par Zikyung et a donc caché le noyau dans la poche de sa veste. Zikyung demande alors à Chen de lui présenter Lu Li. Chen répond qu'il connaît Lu Li car elle est une journaliste bien connue à Zhengcheng et une célébrité quelque peu célèbre sur Internet. Chen sourit alors et lui demande si c'est elle qui l'a filmé en secret à l'hôpital. Lu Li, fascinée par lui, répondit joyeusement par un oui, confirmant que c'était bien elle, et le remercia de l'avoir sauvé 2 fois. Chen répondit que c'était juste une coïncidence de l'avoir sauvé 2 fois, et demanda si elle avait enregistré le moment où il avait éliminé le mutant de la montagne de viande. En entendant cela, Lu Li devint un peu tendue et s'excusa, expliquant que c'était son habitude professionnelle, mais que s'il le voulait, elle pouvait l'effacer. Chen lui dit alors de le garder et de ne pas l'envoyer, car il en avait l'utilité. Lu Li a répondu qu'elle l'avait reçu. Le capitaine Zhao s'approcha alors de Chen et lui dit que le commandant militaire de leur district, Huang,
espérait que Chen pourrait expliquer aux militaires tout ce qu'il savait et ce qu'il était. En entendant cela, Chen n'a pas répondu, et commença à s'interroger sur le commandant Huang Xingqiu, un nom qu'il avait du mal à oublier car après les épreuves, Huang contraignait les éveillés faibles et seuls, les utilisant comme des porcs et des chiens. Chen se souvenait aussi qu'au début, ils avaient utilisé le patriotisme et la droiture nationale pour réconforter tout le monde. Mais qu'ensuite, ils s'étaient contentés de coups et d'insultes arbitraires. Il était l'un d'entre eux, luttant et mourant de faim, incapable de prendre un repas convenable. Il a également raconté que la chose la plus ridicule était que toute personne qui essayait de partir était accusée de trahison et pourchassée. Cela l'a obligé à quitter Jiangcheng. Dans le présent, Chen demande à Ziyong, en s'adressant à elle sous le nom de Boss Song, s'il doit aller s'expliquer. Ziyong a répondu par la négative, car elle ne savait rien pour l'instant. Chen a essayé de dire quelque chose à propos des conséquences. Ziyong lui a alors demandé de ne pas s'inquiéter, car elle s'en chargerait. Zhao a crié et a dit qu'il espérait qu'ils comprenaient tous les deux le devoir d'être des citoyens de Longguo. Ziyong s'est alors rapproché de Zhao et lui a dit furieusement que le devoir n'était qu'une plaisanterie. Elle a même demandé à Zhao d'arrêter de parler comme un officiel, lui rappelant qu'il n'était qu'un chef de section, pas assez qualifié. Elle a également demandé à Zhao d'aller dire à Huang Xingqiu que s'il avait le moindre problème, il devait d'abord venir la voir. Zhao, entendant cela, devint tendu et s'apprêta à dire quelque chose. Mais avant qu'il ne puisse le faire, un de ses soldats s'est approché et a demandé ce qu'il devait faire au sujet du personnel isolé qui causait des problèmes. En entendant cela, Chen s'excita et demanda s'il y avait quelqu'un du nom de Liu Feng parmi eux. Le capitaine Zhao demanda également si ce que disait Chen était vrai. Le soldat répondit par l'affirmative, confirmant que Liu était celui qui causait le plus de problèmes. Chen informe alors le chef de section Zhao qu'il veut voir Liu Feng. Zhao accepta et demanda à son soldat de leur amener Liu Feng. Au bout d'un certain temps, Liu est arrivé et a demandé à Zhao s'il le cherchait et si son père l'avait appelé, en précisant que son père était Liu Huainong, le vice-président du premier hôpital. Soudain, à la surprise de Liu, Chen posa sa main sur l'épaule de Liu. En réalité, Chen injectait le virus du zombie à Liu Feng, mais il dit à Liu qu'il le cherchait parce que quelqu'un lui avait demandé de lui transmettre un message. Liu Feng, confus, demanda à Chen qui il était. Chen répondit que Su Jin lui avait dit hier soir au lit qu'à cause de ce qu'il lui avait fait avec le zombie, elle voulait qu'il meure. En entendant cela, Liu fut stupéfait et demanda comment Chen l'avait su, car il était impossible que Su Jin soit encore en vie. Soudain, à la surprise générale, Chen recula et demanda à tout le monde de reculer, disant que Liu était sur le point de se transformer en zombie. En entendant cela, Liu devint furieux et cria à Chen, disant que c'était lui qui allait se transformer en zombie et demandant de quoi il parlait. Mais tout le monde se protégea, et les soldats se préparèrent également avec leurs armes. Liu Feng s'est alors mis en colère contre Chen et a commencé à courir vers lui pour l'attaquer, demandant si Chen essayait de le piéger. Car comment Su Jin pouvait-elle être avec lui? Alors que Liu était furieux et courait vers Chen pour le battre, son corps se transformait lentement en zombie, ce qu'il ne remarquait pas lui-même. Au moment où il s'est approché pour attaquer Chen, ce dernier a utilisé son coup de poing marteau sur Liu, et Liu a été projeté au loin. En entendant cela, Zhao fut stupéfait et se demanda comment Chen pouvait être un mutant et s'il était vraiment humain. Pendant ce temps, Chen était impressionné par la puissance du coup de marteau. Chen dit ensuite à Ziqiong, en s'adressant à elle en tant que patronne Song, qu'elle s'est bien débrouillée et qu'il pourra partager certaines informations avec elle à leur retour. Ziqiong se rapprocha de lui et lui dit qu'il pouvait l'appeler Ziqiong, ou Song Jie à partir de maintenant. En entendant cela, Chen se demanda pourquoi. Que s'était-il passé soudainement? Ziqiong répondit qu'elle ne pensait pas que cela valait la peine d'être sa partenaire. Il demanda alors si c'était encore possible pour ceux qui voulaient être avec lui, s'enquérant indirectement de la possibilité qu'elle devienne la femme de Chen. En entendant les questions de Ziqiong, Chen comprit qu'elle était fascinée par lui, et il lui répondit que cela dépendait de sa valeur et de ses performances. La scène se déroule quelque temps plus tard, alors que Ziqiong et d'autres personnes rentrent chez elle. Dans la voiture, Ziqiong demande à Chen de venir dîner chez elle. À ce moment-là, Chen a demandé à Ziqiong de ne pas le déranger jusqu'à ce qu'ils arrivent chez elle. Ziqiong a répondu par un « d'accord ». Chen se demanda alors s'il était temps de procéder au tirage au sort, et il alla voir s'il y avait de bonnes récompenses pour avoir vaincu la montagne de viande. Chen ouvrit son inventaire pour vérifier les objets qu'il possédait. À sa grande surprise, il y avait 2 livres de compétences qu'il pouvait utiliser. Le premier livre était Rage Bloodlust, qui augmentait tous les attributs de 3 pendant 10 minutes, avec un temps de recharge de 1 jour, mais tous les attributs diminuaient de 50%.
En le lisant, Chen se dit que le premier livre était totalement inutile pour lui. Il s'est ensuite penché sur le deuxième livre. Le deuxième livre était Muscle Enhancement, qui augmentait considérablement la masse musculaire et doublait le taux de croissance de la force et de la construction. Mais Chen n'était pas non plus satisfait du deuxième livre. Il a ajouté que, d'après ce qu'il savait, ceux qui avaient utilisé le livre sur l'amélioration des muscles dans leur vie antérieure s'étaient tous transformés en monstres musculaires, réduisant considérablement leur flexibilité. Il était tout de même un peu heureux. Même si les deux livres ne lui étaient pas utiles, ils étaient tout de même très précieux dans les premières étapes du procès. Qu'il s'agisse de créer une faction ou de rallier des gens, ils étaient très utiles. En pensant à la création d'une faction, il réalisa soudain qu'il était temps de commencer à planifier. Il regarda ensuite ses récompenses, qui comprenaient 6 pièces d'or pour avoir éliminé le monstre de viande. Au total, il avait 6 pièces d'or, 35 pièces d'argent et 6 pièces de cuivre. Il a ensuite vu qu'il demandait des pièces d'or pour créer un groupe de discussion. Il se dit alors qu'il pourrait utiliser ce groupe de discussion pour rassembler les pionniers et les aider à poser des fondations solides avant l'épreuve. Chen a ensuite expliqué que, dans sa vie précédente, les factions étaient complexes lors des dernières étapes du procès, et que les relations établies lors des premières étapes du procès étaient cruciales. Après avoir sélectionné l'option de création de groupe, il a eu la possibilité de le nommer. Il a également eu la possibilité d'annuler le nom, ce qu'il a automatiquement sauvegardé en tant que groupe 0 pendant 1. Il a donc annulé l'attribution d'un nom, et après cela, il rit et crie le nom d'Hélios, disant qu'il va construire sa cité divine empereur et établir un royaume divin, où elle deviendra son chien le plus humble sous ses pieds. La scène se déroule ensuite 3 heures plus tard dans la villa privée de Song Ziqiang, où Chen avait déjà partagé avec Ziqiang quelques informations sur le futur, après quoi elle les confirma en répétant que dans l'épreuve cosmique, plus de 90% des participants deviendraient des monstres et subiraient une évolution douée, et mentionna également que les armes à feu et les appareils électroniques étaient inutiles. Chen a répondu par l'affirmative, précisant que c'était tout ce qu'il pouvait lui dire. Il a ensuite demandé si Ziqiang pouvait traiter avec lui et en tirer un avantage, n'est-ce pas? Ziqiang a répondu par un non, affirmant que ce n'était pas suffisant. Elle a alors demandé à Chen d'aller droit au but et de lui expliquer comment elle pourrait devenir sa personne. Chen a répondu que la première chose requise était la compétence, car il n'avait pas besoin de personnes inutiles. La deuxième chose était la loyauté. Une loyauté absolue, comme un chien fidèle à son maître. Ziqiang sourit et dit qu'elle pouvait assurer la loyauté, et que s'il s'agissait de compétences, elle pensait être assez qualifiée pour cela car elle avait de l'influence, de l'argent, un statut, et à Jiangsheng, il n'y avait personne qui pouvait se comparer à elle. Pendant ce temps, Chen lui dit que les règles et les valeurs après le procès seraient complètement nouvelles, et que son pouvoir, son statut et son argent actuel n'avaient d'autre valeur que de rendre l'idée de la servir plus tentante. Il lui demanda alors de penser à l'avenir. Dans ce futur, tout le monde vendrait aux enchères les anciennes reines et princesses de Jiangsheng. Il lui demanda si le fait de ramener la noble reine chez elle n'était pas ce dont tout le monde rêvait avant le procès. En entendant cela, elle devint un peu tendue et demanda à Chen quelle était la différence entre être un chien loyal pour lui et être un jouet ailleurs. Chen a répondu qu'elle aurait une scène où elle pourrait exercer sa force et un maître qui ne la limiterait pas par peur parce qu'il se tiendrait toujours à ses côtés et au-dessus d'elle. Ziqiang a alors souri et a expliqué qu'elle avait l'impression que si elle hésitait plus longtemps, elle manquerait une occasion très importante. Elle s'approcha alors de Chen, s'assit et fléchit le genou, disant qu'elle était prête à le servir et déclarant que Chen était son maître. Chen s'en réjouit et dit à Ziqiang qu'il doit dire. Sa réputation et son statut font que la valeur émotionnelle qu'elle peut apporter est très élevée. Chen dit aussi que c'est très excitant pour lui. Il lui a ensuite touché le visage et lui a demandé de le laisser constater son charme en personne, en lui disant qu'il avait des tâches à lui confier. En entendant cela, elle s'est un peu crispée. La scène se déplace ensuite vers Luli et une nouvelle fille nommée Madame Lang, qui ressemble à une secrétaire de Ziqiang. Dans le groupe de discussion 001, Ziqiang a envoyé un message à Leng pour lui demander si Luli lui avait envoyé la vidéo de Chen. Si c'était le cas, elle a demandé à Leng d'envoyer Luli chez elle, car elle avait trop souffert ces derniers jours et avait besoin de se reposer. Ensuite, Leng a été chargé de trouver quelqu'un pour que les messages de Chen Bai soient affichés en bonne place sur les principaux forums. Ziqiang l'a également informé du titre de la vidéo, l'adressant aux pionniers sous le nom d'identification Empereur Blanc. En lisant cela, Leng fut un peu surprise. Elle alla tout de même voir Luli
et lui dit que Zikyong voulait que Luli envoie la vidéo de Chen Bai, et l'emmène ensuite chez elle pour se reposer. En entendant cela, Luli a demandé avec surprise ce qu'il en était du retour à la maison, et s'il n'y avait rien qu'elle pouvait faire pour l'aider. Leng répond à Luli que Zikyong lui a dit qu'elle avait beaucoup souffert ces derniers jours, et que Zikyong voulait qu'elle rentre chez elle, qu'elle se repose et se calme. Luli a répondu par l'affirmative et a mentionné que bien qu'elle ait failli mourir aux mains des zombies, étrangement, le choc qu'elle a reçu n'a pas semblé aussi intense que lorsqu'elle a vu les zombies pour la première fois. Elle a également déclaré qu'elle ne savait pas si c'était parce qu'elle avait accepté la possibilité de mourir aux mains de zombies ou si la force de Monsieur Chen l'avait rassurée. La scène revient à la villa de Zikyong, où le téléphone de Zikyong a sonné, et c'est sa fille Song-ge qui l'appelle. Chen a remarqué l'appel et l'a pris à la place de Zikyong. Après avoir décroché, Song-ge a demandé si Madame Leng avait dit qu'elle voulait qu'elle rentre à la maison. Y avait-il un problème? Chen lui dit alors que c'est lui qui a répondu. En entendant cela, Song-ge a demandé avec surprise pourquoi il avait le téléphone de sa mère et où elle se trouvait. Chen répond que Zikyong est occupée à travailler et à manger et qu'elle n'a pas le temps de parler. Il a également dit à Song-ge qu'elle devait rentrer à la maison et parler car c'était important. Song-ge a répondu par un « oui », puis a crié à Chen Bai, lui demandant de l'attendre à la maison car elle lui avait envoyé de nombreux messages, mais il n'a pas répondu. Mais avant que Song-ge ne puisse terminer sa phrase, Chen raccroche le téléphone. Voyant cela, elle s'est mise en colère et a dit qu'elle le ferait s'agenouiller sous sa jupe de grenade tôt ou tard. De l'autre côté, dans la villa de Zikyong, cette dernière a demandé à Chen s'il protégerait également sa fille. Chen a répondu que Song-ge manquait de capacité et que son caractère avait été gâché par son indulgence. Mais si Zikyong travaillait plus dur, il pourrait garantir que Song-ge ne deviendrait probablement pas un monstre à l'arrivée du procès. En entendant cela, Zikyong lui dit joyeusement merci. Au bout d'un certain temps, la scène s'est déplacée dans un entrepôt secret de la banlieue. D'autre part, Zikyong et Song-ge s'y rendaient en voiture. En chemin, Song-ge a entendu tout ce que sa mère lui a dit sur Chen et a demandé à Zikyong si elle était sûre de ne pas être trompée par Chen et comment elle pouvait croire à quelque chose d'aussi absurde. Zikyong répond en disant à Song-ge qu'elle l'a empêché de chercher Chen la nuit dernière à cause de cela. Et elle a prévenu Song-ge qu'après être sortie de la voiture, elle ne devait pas parler et qu'elle devait se contenter de regarder docilement. Song-ge a répondu par un « ok ». Ici, dans l'entrepôt secret de la banlieue, Chen discutait avec Madame Leng. Leng lui raconta qu'elle avait visité la veille tous les endroits de la ville où l'on disait qu'il y avait des zombies et des monstres, et qu'elle n'avait finalement trouvé que l'entrepôt secret. Elle lui a également raconté que l'entrepôt secret était autrefois un casino souterrain, mais que le bâtiment et les joueurs à l'intérieur s'étaient transformés en zombies. Il y en avait environ 160. Et elle n'a pas trouvé de zombie spécial comme la montagne de viande. Chen répond qu'il a compris et commence à s'interroger sur l'abattoir de zombies. Cependant, il l'a nié parce que les hôpitaux étaient situés à l'intérieur et que la montagne de viande était difficile à détruire. De plus, l'entrepôt secret était éloigné, de sorte que si quelque chose se produisait, les gens auraient du mal à s'en souvenir et à le répandre. Chen confirme à nouveau à Madame Leng qu'elle a visité tous les endroits où l'on dit qu'il y a des zombies, mais qu'elle ne les a trouvés que dans l'entrepôt secret. Madame Leng a répondu par un oui. À ce moment-là, Zikyong et Song-ge arrivèrent également. Chen s'interrogea à nouveau. Il semblait que quelqu'un continuait à collecter des zombies, et l'endroit où il avait placé les zombies devait être l'abattoir de zombies. L'armée n'ose contenir que quelques dizaines de zombies au maximum, mais cette personne veut rassembler tous les zombies et tous les monstres. Chen trouva cela très excitant et il demanda devant tout le monde si la personne anonyme était un aventurier curieux ou un pionnier qui connaissait certaines informations. Chen a ensuite demandé aux travailleurs d'ouvrir la porte de l'entrepôt. Dès l'ouverture de la porte, beaucoup se sont mis à courir vers eux pour les attaquer. Chen a commencé à les battre un par un. En voyant cela, Song-ge était stupéfait et Sujin enregistrait une vidéo. Après avoir vaincu tous les zombies, il a commencé à absorber le virus qu'il contenait. Il a même reçu le titre de chasseur de zombies, parce qu'il a éliminé plus de 300 zombies. Tous ses attributs ont augmenté de plus 5, et son système a collecté plus de 500 échantillons de zombies. Chen avait alors la possibilité d'échanger la formule du sérum de zombies en utilisant les points de virus de l'entrée virus de zombies de l'arbre des talents. Enthousiasmé par la possibilité d'activer la formule du sérum contre les virus zombies, il en reconnut la valeur. Même les talents éveillés peuvent être menacés par les virus zombies, car tout le monde n'est pas immunisé contre les virus et ne possède pas un physique ultra fort.
Il a donc débloqué la formule en utilisant 300 points de virus. Il demande ensuite à Zi-Kyung d'appeler tout le monde dans l'entrepôt et lui demande si elle se souvient de ce qu'il lui a dit avant leur départ. Zi-Kyung a répondu par un « oui ». Mais Song-ge s'est senti très dégoûté en voyant les monstres et les zombies se faire anéantir de la sorte. Zi-Kyung a expliqué que le fait de combattre les zombies avec des armes froides réduirait considérablement les risques de se transformer en monstres au cours de l'épreuve. En éliminant les zombies sains et saufs, on ne les transformera pas en monstres. Il a ensuite pris un zombie dans sa main et a dit qu'il voulait voir leur talent. Il a demandé qui voulait être le premier. Leng, confiante, répond qu'elle sera la première. Chen a donc relâché le zombie. Étonnamment, Madame Leng s'est précipitée vers les zombies et en a plaqué un au sol, en lui brisant le cou et en le tuant. Chen a dit à Leng qu'il était impressionné par la rapidité, l'impitoyabilité et la précision de la jeune femme. Zi-Kyung a alors frappé le zombie avec une batte de baseball, en délivrant 10 coups continus. Chen remarqua que la force de Zi-Kyung n'était pas suffisante, car le zombie fut abattu en un seul coup, mais il fallut plus de 10 coups pour l'achever. De l'autre côté, Sujin était allongé sur le sol avec le zombie. Chen remarqua que la force de Sujin était trop faible lorsqu'elle fut attaquée par un zombie, mais elle parvint à l'éliminer en s'appuyant sur sa connaissance de la structure humaine. Zi-Kyung donne alors la batte de baseball à Song-ge et lui demande d'aller combattre le zombie car c'est son tour. Mais Song-ge a eu peur et a même fait pipi à ce moment-là, en criant qu'elle ne pouvait pas le faire. Chen a ensuite déclaré que puisque Song-ge avait fait pipi sans se battre, elle avait définitivement échoué. Chen demande alors à Zi-Kyung de venir vers lui car il a quelque chose à lui dire. Chen lui dit alors que Leng Shuang s'était rendu dans tous les endroits où il y avait des rumeurs de zombies et de monstres, mais qu'il n'avait rien trouvé, ce qu'il trouvait très anormal. Il lui a donc demandé de mener une enquête approfondie sur la question. Song-ge répondit par un oui et demanda ensuite des nouvelles de Song-ge. Chen répondit que c'était dommage pour tout le monde, surtout pour Song-ge. Il ajouta qu'il n'avait pas le temps de les entraîner lentement, et que c'était donc à elle de s'occuper de leur entraînement. Zi-Kyung, tendu, dit qu'il n'a pas encore éliminé le virus. Chen lui tend alors un papier qu'elle regarde avec surprise. Confuse, elle demanda ce que c'était, et en y regardant de plus près, elle remarqua qu'il s'agissait d'une note contenant la formule du sérum du virus zombie. Après l'avoir lu, Zi-Kyung a remarqué que les étapes étaient si compliquées. Chen ajouta qu'elle pouvait aussi entrer les matériaux dans la formule pour la générer elle-même, car c'était l'essence même des formules de potions. En entendant cela, Zi-Kyung s'est réjouie et l'a remercié de lui avoir fait confiance. Elle l'assure également qu'elle fera de son mieux pour mener à bien la tâche qu'il lui a confiée et assurer la sécurité de la formule. Chen répond qu'il est d'accord et demande à Zi-Kyung de faire son travail et de lui envoyer quelqu'un. Zi-Kyung a répondu par l'affirmative et a dit qu'elle lui envoyait Leng Shuang. Après cela, Chen s'est demandé si beaucoup de gens avaient vu son message et si quelqu'un l'avait contacté au préalable. Lorsqu'il a consulté son téléphone portable, il s'est crispé en voyant les réponses de tout le monde qui se moquait de lui et demandait de quel hôpital psychiatrique il sortait. Soudain, il est devenu un peu sérieux en voyant qu'il avait un message privé d'un certain Shil. Dans le message, Shil disait qu'il en savait beaucoup, puisqu'il était lui aussi un pionnier, et demandait à Chen ce qu'il en savait. En voyant cela, Chen s'est demandé si tout le monde n'était pas perdant, puisqu'il y avait aussi des gagnants. Chen interrogea donc Shil sur son talent, ce à quoi Shil répondit qu'il avait un contrôle mental de niveau S. Il lui demanda alors de chercher le groupe de discussion 001, car il y avait expliqué certaines choses fondamentales. Shil dit ensuite à Chen qu'il pouvait trouver des communications sur le panneau déverrouillé par le pionnier à l'avance, et qu'il devait donc chercher le groupe de discussion 001, car il y avait expliqué certaines choses fondamentales dans ce groupe. Shil dit ensuite à Chen que s'il avait des problèmes après les avoir lus, il pouvait directement venir le voir. Soudain, il a vu qu'une personne nommée Han Xiao avait envoyé un message à Chen, lui demandant s'il pouvait inviter quelqu'un. Chen demanda qui Xiao voulait inviter. Shi répondit qu'il y avait une personne en dessous qui s'appelait Shuquan. En entendant son nom, Chen fut stupéfait, car il doit s'agir de la puissance de l'empereur connu sous le nom de Suicune. Il s'enthousiasme à l'idée qu'il rejoigne le groupe. Il a donc répondu à Xiao que s'il remarquait d'autres pionniers, il pouvait les inviter tous. Après cela, il a eu un rire très fort, et enfin Shuquan a rejoint son groupe de discussion. Ce même jour, à 19h30, Luli discutait avec Zi-Kyung, qui lui demanda si l'enquête sur la collecte des zombies avait donné des résultats. Luli répondit par l'affirmative et expliqua que c'était les forces du seigneur de Jiangcheng qui s'en chargeaient. Ils avaient envoyé tous les zombies collectés dans le parc à conteneur de l'humanité, près du quai de Jiangcheng. Luli mentionna également qu'elle avait envoyé quelqu'un pour recueillir plus d'informations, et qu'il était temps pour elle de se réunir comme convenu.
Cependant, comme il n'était pas revenu, elle ne voyait pas la nécessité d'attendre plus longtemps. Soudain, à sa grande surprise, 2 hommes tombent devant elle, tous 2 très blessés. Elle est terrifiée par ce spectacle, et soudain, un homme à la fenêtre rit en la regardant. En voyant cela, elle fut stupéfaite et effrayée. Tendue, elle dit à Zikyong qu'elle a été découverte. La scène se déplace vers le manoir de Zikyong, où Chen discutait avec un certain Lu Huai. Lu Huai disait à Chen que les instructions relatives à son talent étaient un peu obscures, et lui demandait s'il pouvait l'aider à les comprendre. Chen lui a demandé de l'envoyer, et Lu lui envoya le nom de Bois-Yin. Chen fit une recherche sur son panneau, qui montra que le Bois-Yin était le plus yin des bois. La source de vie y était infinie. Et lorsque l'âme de Yin pénétrait dans le corps, c'était le pays de la vie éternelle. L'activation du corps de bois coûte un esprit, et celle de l'âme de Yin, une constitution. Le bois de Yin était un talent de niveau SS. Chen expliqua donc à Lu que le coût d'activation de la capacité était assez élevé, et que si son esprit était supérieur à 3, l'activation du corps de bois coûterait de l'esprit. Lu remercia Chen pour cette information. Soudain, Zikyong courut vers Chen. Voyant son empressement, Chen lui demanda pourquoi elle était si pressée et ce qui se passait. Zikyong a répondu que Luli avait découvert que tous les zombies avaient été envoyés dans le parc à conteneur de l'humanité, mais que Luli s'était fait prendre. Zikyong a également mentionné que la partie adverse lui demandait de négocier. En entendant cela, Chen se leva et demanda, à sa grande surprise, s'il l'avait vraiment contacté et si Luli l'avait abandonné. En entendant cela, Zikyong est resté bouche bée et s'inclina devant lui, lui expliquant qu'elle avait elle-même élevé Luli et que ce dernier ne pouvait donc pas les trahir. De plus, elle commandait de l'arrière cette fois-ci. Le problème devait donc se situer au niveau des personnes qu'elle avait envoyées enquêter. Chen répondit que si c'était le cas, il sauverait Luli. Zikyong le remercie. La scène se déroule ensuite dans le parc à conteneur de l'humanité, où Luli est attachée à une chaise par les hommes qui l'ont découverte. L'homme s'appelait Xing Meng et était un pionnier comme Chen. Xing dit à Luli qu'elle ignorait un peu la situation et qu'il ne l'avait pas touchée par respect pour Zikyong. Il ajouta que si Zikyong choisissait de se soumettre après son arrivée, Luli serait son subordonné. En revanche, si elle ne voulait pas, elle serait son jouet. Luli essayait de desserrer la corde avec laquelle elle était attachée. Xing s'est approché d'elle et lui a dit de le laisser la griller à nouveau, en lui demandant de ne pas cracher inconsidérément. Luli tremblait de peur. Soudain, la voix de Chen retentit, disant qu'un toast n'a pas été porté. Le vin de punition n'avait pas bon goût. Il fit également remarquer que sans grâce, la fille ne l'aimait peut-être pas. Il était évident que Chen mangeait paisiblement à la table de Xing. Xing fut également choqué de voir Chen et commença à se demander pourquoi Chen était venu s'asseoir à sa table sans qu'il le sache. Chen se leva et demanda à Luli si elle avait faim. Il lui répondit qu'il avait goûté le steak et qu'il n'était pas si mauvais que cela. En voyant cela, Xing devint furieux car Chen agissait comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. Chen a alors nourri Luli, qui s'est senti gêné à ce moment-là. Il a ensuite dit à Xing qu'il était venu pour ramener Luli. Xing demanda alors si c'était Zikyong qui l'avait envoyé, mais il le nia bientôt lui-même, réalisant que si Chen pouvait s'approcher aussi près de lui sans qu'il s'en aperçoive, Chen devait lui aussi être un pionnier. Pendant que Xing s'en occupe, Chen ouvre la corde qui entoure Luli et lui a demandé de sortir car Zikyong l'attendait dans la voiture. Elle a répondu par un « OK » et est partie. Xing, la voyant partir, dit à Chen qu'il semblait que Zikyong était déjà sous le contrôle de Chen. Chen a répondu à Xing en disant qu'il avait raison. Xing dit alors que c'est intéressant. Autant qu'il le sache, il est peu probable que la reine de Jiangcheng se rende si facilement, n'est-ce pas? Chen doit donc avoir de nombreuses méthodes intéressantes. Il a également mentionné qu'il pourrait échanger des idées, car il était toujours très intéressé par ces questions. Il raconta ensuite que parmi les 3 forces majeures de Jiangcheng, il avait soumis le seigneur et Chen la reine. Il ne restait donc plus que le commandant. Xing demande à Chen de l'aider à devenir le roi de Jiangcheng, et ils feront de Chen un confident. Xing demande à Chen d'accepter ses conditions, mais Chen répond qu'il refuse l'offre de Xing. En entendant cela, Xing s'est mis en colère, et a jeté le verre de vin par terre. Xing dit alors à Chen de ne pas s'inquiéter, car il avait un talent de niveau S, le niveau le plus élevé. Il demanda également à Chen s'il voulait boire le vin de la punition. Chen a ensuite raconté qu'avant de venir, il avait regardé autour de lui et découvert que non seulement Xing collectionnait les zombies, mais qu'il en créait également avec des personnes vivantes. Chen a fait remarquer qu'avoir une capacité aussi puissante que celle de Xing était nuisible et inutile, et qu'il valait mieux qu'il meure tôt. Chen a également dit que Xing ne méritait pas son aide parce que son talent était de niveau SSS. En entendant cela,
Xing rit et sort sa forme d'arme, expliquant à Chen que son talent s'appelle « progression de l'abattage ». Il expliqua qu'il pouvait transférer de façon permanente des parties des attributs de la cible tuée à lui-même et qu'il pouvait croître indéfiniment. Et cette capacité invincible de haut niveau n'était que d'un seul niveau. Xing demanda alors à Chen s'il était dans une capacité SSS. Si Chen avait peur de devenir instantanément un dieu, Chen répondit qu'il était assez proche, mais qu'il pouvait le lui dire. Chen s'interrogea alors, pensant qu'il s'agissait d'une compétence de type combat pure à croissance illimitée, comme une griffe, qui devrait être un équipement. Mais en entendant tout cela, Xing s'est mis en colère et a couru vers Chen pour l'attaquer, en criant qu'il espérait que Chen augmenterait ses attributs après la mort. Xing demanda alors à Chen de ne pas le décevoir, mais Chen esquiva l'attaque et commanda sa capacité spéciale de marteau pour l'utiliser au moment de l'attaque. En le voyant esquiver, Xing comprit qu'il avait un talent de métamorphose, ce qui était intéressant, mais la force de Chen n'était pas suffisante pour être vue. En entendant cela, Chen se demanda s'il s'agissait vraiment d'une compétence. Il semblait que Xing n'expliquait pas complètement ses capacités, et Chen ne savait pas non plus quel était l'effet de cette capacité, alors il devait être prudent. Xing attaqua à nouveau Chen avec ses griffes, et pour se défendre, Chen a utilisé sa main marteau. Leurs coups de poing s'entrechoquent, créant un grand impact dans leur environnement. Après ce coup de poing, Xing s'envole un peu, mais il s'est vite empêché d'être emporté par le vent et attaqua en retour vers Chen. Chen donna également un coup de poing avec sa main marteau, mais cette fois-ci, Xing arrête l'attaque en se tenant la main. À ce moment-là, Xing demanda à Chen s'il allait bien ou non, car il ne pensait pas qu'il lui restait beaucoup de force. Il a également demandé si Chen était un talent de la SSS, l'invitant à cesser de cacher son pouvoir et à montrer ce qu'il avait dans le ventre. Chen répondit qu'il avait déjà utilisé ses compétences, mais que Xing n'était pas en mesure de les reconnaître. Xing cria à Chen d'arrêter de raconter des conneries comme ça et lui lança une attaque à pleine puissance. En voyant cela, Chen se crispa un peu. Xing donnait alors un coup de poing à Chen, qui s'envole et se heurte au mur. Et Xing déclara alors que la force, le physique et l'agilité de Chen étaient tous inférieurs à sa puissance, mais Chen faisait constamment semblant d'être fort. Xing dit alors à Chen que ses petites tours ne sont rien face à sa puissance absolue. Soudain, à la surprise de Xing, il crache du sang sans crier gare. Il est choqué et se demande ce qui se passe. L'écran de Shaying affichait constamment 2 notifications indiquant que le virus de la grippe et le virus de l'encéphalite B avaient dépassé la limite de l'immunité physique de 3, physique de 2, agilité de 3 et agilité de 5. Xing a ensuite reçu une notification indiquant qu'il avait gagné un buff négatif, ressentant la peur de la lumière et de l'eau, ainsi qu'une lenteur de la pensée et des mouvements. Il n'arrive toujours pas à interpréter ce qui lui arrive. Chen dit alors que le physique de Xing est vraiment bon, car le virus a mis du temps à agir. Chen demanda ensuite à Xing comment il se sentait face à tant de maladies. En entendant cela, Xing devint furieux et cria furieusement que Chen était un bâtard sournois et s'apprêta à l'attaquer. Mais Xing était si peu puissant cette fois-ci que Chen l'a facilement frappé avec une main marteau, et il a été vaincu. Chen a alors déclaré qu'il n'était pas sournois, car il avait déjà dit à Xing qu'il avait différentes façons d'attaquer, et c'est dommage que Xing ne l'ait pas cru. Il commença alors à dévorer le corps entier de Xing et lui dit qu'il continuerait plus tard. Il ne le déçut donc pas. Le virus de la lumière noire avait achevé son éveil initial, augmentant considérablement ses attributs et devenant les attributs de base du corps du monarque du virus. Il reçut également une notification indiquant que sa capacité de dévoration de la lumière noire avait évolué, et qu'il pouvait désormais choisir de voir une partie des souvenirs de sa cible avec une faible probabilité d'obtenir l'une des compétences maîtrisées par son adversaire. Pendant ce temps, Chen était heureux, car les bonus d'attributs fournis par le virus de la lumière noire étaient passés d'une utilisation active à des bonus d'attributs de base, ce qui était un énorme avantage pour lui. Chen alla ensuite voir combien d'attributs avaient été ajoutés. Auparavant, c'était 30% de force en plus, 20% d'esprit en plus, et 100% de régénération en plus. Lorsqu'il vérifia, il fut heureux de constater que chaque élément avait été augmenté de 20%. Et qu'ils avaient tous été ajoutés à ses attributs de base. Il ramassa ensuite la griffe de Xing, et ce faisant, Chen se demanda s'il ne pouvait aller plus s'amuser, car les personnes ordinaires ayant des attributs de base inférieurs à 5 étaient trop fragiles pour lui à présent. Il regarda ensuite la description de la griffe de zombie de Xing et vit qu'il y avait des équipements, des plans et des consommables. Chen pensa donc que Xing était un homme très chanceux et qu'il avait dû éliminer des zombies mutants. Sinon, il aurait été impossible pour Xing d'avoir des attributs et des équipements supérieurs aux siens.
Chen a ensuite précisé qu'il s'agissait d'un plan de production au niveau de la mer, et que l'attribut chance de Xing devait donc être très élevé, mais tout cela lui appartient désormais. Dans toute cette agitation, il faisait déjà nuit. Alors que Chen sortait du parc à conteneurs, il s'étonnait que son talent soit passé de E à SSS, et que les rumeurs des 3 événements étranges ayant été très gratifiantes. En même temps, il avait pris le contrôle de Ziwang, le futur seigneur de Jiangchang. Voyant Chen arriver, Ziwang ouvre la portière de la voiture et lui demande de monter. Chen se dit également qu'avec sa force actuelle, cela ne vaut pas la peine de chercher les monstres qui sont apparus au hasard avant l'arrivée de l'épreuve. Chen a donc décidé qu'à cette époque, il devait simplement essayer d'organiser et de préparer le développement après l'avènement. La scène se déroule ensuite dans la maison de Ziwang, le jour où le procès va commencer. Chen se tenait près de la baie vitrée, regardant à l'extérieur, attendant le début du procès. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte, et Chen leur ordonna d'entrer. Ziwang, Lang et Sujin entrèrent tous les 3. Ziwang dit à Chen qu'ils avaient terminé à temps tout ce qu'il leur avait demandé. Leng était heureux d'annoncer que les informations sur le terrain et la taille de la population de la zone centrée sur la villa du sommet avaient été confirmées, et que lorsque le jour du jugement dernier arriverait, ils seraient en mesure de faire le ménage, de prendre le contrôle total et de dominer les premiers. Sujin a également indiqué que l'achat de matériel était finalisé et que la liste avait été compilée et lui avait été envoyée. Chen dit alors qu'ils ont tous les 3 confirmé ces arrangements préalables les uns avec les autres. Ziwang demande alors que le temps est presque écoulé. Alors qu'est-ce que Chen voudrait qu'il fasse d'autre? Chen répond qu'il n'y a rien d'autre à faire et qu'il suffit de mettre toutes les informations sur la table. Chen fit alors savoir à son groupe qu'il restait 10 minutes avant le début des épreuves, et qu'ils ne devaient donc pas se contenter de leurs avantages précoces et de leurs talents rares. Il leur demanda de rester calmes, car les épreuves comportent des dangers qu'ils ne peuvent même pas imaginer, et il ne voulait pas que quelqu'un du groupe disparaisse dans les 10 minutes. Après quoi un garçon a remercié Chen pour le rappel à la 10e minute, et une fille remerciée à 9 minutes. Lentement, ils ont tous exprimé leurs remerciements et ont partagé leurs pensées à chaque minute, en comptant vers le début du procès. Lorsqu'il resta 10 secondes, Chen demanda à Ziwang et aux autres de venir jeter un coup d'œil à l'atmosphère extérieure. Cette scène tranquille et paisible allait bientôt devenir de l'histoire ancienne, et la fin du monde approchait. Avec chacune des phrases de Chen, 1 seconde s'écoulait. Lorsqu'il reste 5 secondes, Songjae dit à Leng qu'elle a un peu peur, ce à quoi Leng répond à Songjae qu'elle n'a peur de rien. Lentement, 4 secondes se sont également écoulées, et soudain, la lune est devenue rouge vif, signalant le début des épreuves. Le procès Blue Star Doomsday commence officiellement. Les gens se transformaient en zombies, et les survivants étaient transformés. Tous les humains évolués auraient mis des capacités innées et pourraient augmenter leur niveau en acquérant de l'expérience. Chen a expliqué que les autres races de l'univers étaient également apparues à la suite de l'épreuve, et qu'elles participeraient également à cette course à la vie et à la mort. En ce qui concerne le terrain d'essai de quelqu'un, la planète bleue abriterait d'innombrables royaumes secrets et des failles dans le monde. Qu'il s'agisse d'un danger ou d'une opportunité, c'est à la personne de décider comment l'utiliser. C'est pourquoi chacun doit faire de son mieux pour grandir et évoluer. Soudain, Chen remarque que son médaillon brille, et il reçoit un message sur l'écran indiquant que le sablier du temps a été reconnu, et qu'il est maintenant lié. En voyant cela, il s'est senti confus, et s'est demandé ce qui avait été reconnu. Soudain, il s'est souvenu que tous les autres étaient également présents dans la pièce, et il s'est crispé parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un sache pour le sablier. Il s'est donc retourné, tendu, pour demander à tout le monde de sortir de la pièce. Mais il a été choqué lorsqu'il a vu que tout le monde s'était arrêté et qu'il voyait tout en noir et blanc. Lorsqu'il regarde autour de lui, il remarque que tout est en noir et blanc. Il est même surpris de constater que l'avion qui s'est écrasé est également arrêté en plein vol. Chen se demande si le temps s'est vraiment arrêté. Soudain, son sablier commença à absorber les pouvoirs des alentours. Une fois l'opération terminée, Chen entendit une voix qui disait que le sablier avait été relié avec succès. Lorsque Chen regarda l'écran pour obtenir des informations sur le sablier, il vit qu'il avait activé une compétence nommée « Retourner dans le temps », qui lui permettait de revenir à n'importe quel point du passé et d'effacer tout ce qu'il avait acquis dans la ligne temporelle disparue. Le temps de recharge était de 72 ans, 6 mois et 7 jours. Et il était également indiqué que cette compétence ne pouvait être modifiée par aucune compétence ou équipement pour réduire son temps de recharge. Il se dit alors qu'en regardant en arrière, il semble qu'il ait pu renaître grâce au sablier. Il a également vu une colonne « Status Save » et a lu « Status Save » signifie qu'il peut marquer l'état physique et mental actuel, l'état de la compétence, et n'a pas de temps de recharge.
alors que status raid signifie qu'il peut lire l'état sauvegardé et que cela n'affecte pas les souvenirs ou les objets qu'il possède. Il se demande donc comment il a pu obtenir une compétence aussi puissante pour sauver des vies avec un temps de recharge d'1 heure. L'environnement revient ensuite à la normale, et Zi-Kyung dit qu'elle a l'impression qu'il les a simplement appelés pour leur demander s'il avait des commandes à leur confier ou si elle a mal entendu. Chen répond qu'elle l'a bien entendu et lui ordonne d'aller confirmer la sécurité de leur villa dès que possible, car la nuit est très dangereuse. Il lui demande de mettre tout le monde en alerte et de commencer à nettoyer la zone de la villa dès qu'il fera jour. Zi-Kyung et Lang répondent par l'affirmative. La scène se déroule ensuite le lendemain dans la villa de Song Zi-Kyung, où des zombies attaquaient. Zi-Kyung les attaque, démontrant ainsi qu'elle possède les compétences des yeux d'améthyste. Les yeux d'améthyste transforment les objets en améthyste, ou illuminent l'améthyste pour l'attaque ou la défense. Son pouvoir augmente avec la force mentale. Elle a également acquis la compétence Incitation au cristal, qui lui permet de voir les attributs de la cible. Son effet change avec la différence de force mentale. Zi-Kyung regarde alors le zombie avec sa compétence Incite Crystal pour vérifier ses attributs, et attaque en conséquence. Entre-temps, Leng Shuang a acquis les compétences d'un assassin de niveau A. Dans la compétence d'assassin, le souffle devient invisible et indétectable, tout en augmentant la force et la sensibilité. Leng saute entre les zombies et les efface tous en une seule fois. Ensuite, il montre que les gardes de Zi-Kyung emmènent les survivants blessés dans le hall d'entrée et le disent intensément à Sujin. Sujin demande aux gardes de donner le sérum de zombie aux survivants et elle le soignera immédiatement. Sujin a donc obtenu la compétence Récupération rapide de niveau B. Cette compétence augmente la vitesse de récupération des blessures et de l'endurance et peut être utilisée activement sur les autres. Dans la nuit, Chen était avec Leng. Il lui dit qu'il voit que les choses se passent plutôt bien. Leng répond par un oui, car grâce à ses arrangements préalables, il disposait de tout le territoire et de toutes les personnes nécessaires. Et aucun accident ne s'est produit jusqu'à présent. Chen a ensuite dit à Leng qu'il lui laissait le reste du travail car il avait des choses plus importantes à faire. Leng a été surprise de l'entendre, mais elle a tout de même répondu par un « OK ». Chen saute alors de là vers le ciel pour voler. Il était si rapide qu'il provoquait un flux d'air rapide, ce qui mettait Leng mal à l'aise. La scène s'est ensuite déplacée sur la route de la montagne Jiangcheng, où Chen courait en direction de quelque part. Tout en courant, il se dit qu'au début de l'épreuve du jugement dernier, il était difficile d'utiliser des véhicules et des armes à feu, mais qu'avec sa vitesse actuelle, il devrait être en mesure d'arriver à temps. Il a ensuite raconté que le premier jour du jugement dernier, il a vu le signe qui est apparu dans l'air à l'université de Jiangcheng City, et qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre la signification de ce signe. Mais il est trop tard pour avoir des regrets, car il doit cette fois saisir l'occasion. La scène se déroule ensuite quelque temps plus tard à l'université de Jiangcheng, où Chen absorbait les virus des zombies. Soudain, un changement de signe se produit dans la Lune, et Chen partage l'idée qu'il s'agit d'un signe que tous les évolutifs souhaitent désespérément voir. Il lui dit alors que c'était un signe qui indiquait que l'avatar du dieu était descendu sur la Terre. Chen pouvait sentir que le dieu était juste devant lui, quelque part près de lui. Alors qu'il est en train de chercher, quelqu'un l'arrête en le qualifiant d'évoluteur. Cette personne a dit qu'elle pensait qu'il n'y avait personne d'aussi fort que Chen dans les premiers stades des essais. Il a ensuite dit qu'il était un marchand et a demandé si Chen serait intéressé pour faire des affaires avec lui. Chen était très heureux car il cherchait la même chose, et il répond qu'il serait honoré de faire affaire avec lui. Le garçon répond à Chen qu'il s'agissait simplement d'un échange avec lui, et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'enorgueillir. Chen a dit qu'il avait eu l'honneur d'entendre son nom, et qu'après avoir vu son symbole, il avait été impatient de le rencontrer. Il s'incline ensuite devant le garçon en signe de gratitude, l'appelant le bon, juste, généreux, riche et puissant dieu du commerce, Lord Leto. Pendant ce temps, Lord Leto apparaît sous sa forme réelle. Dans le passé, Leto a été flatté par Chen et a vu que Chen était destiné à le rencontrer. Il a donc décidé de lui offrir une récompense spéciale en guise de cadeau de rencontre. Dans le passé, Leto a donné une carte à Chen et lui a expliqué qu'il s'agissait de sa carte de membre en or de la Chambre de commerce des Gobelins. Il a demandé à Chen d'acheter des articles à la Chambre de commerce des Gobelins, en précisant qu'il bénéficierait d'une réduction de 12% sur chaque article. En voyant cela, Chen se demanda si, dans sa dernière vie, lorsqu'il avait rencontré Leto, ce dernier avait été insensible aux compliments et aux louanges, et s'il était bon d'être prompt à réagir. Chen prit la carte et exprima sa gratitude, reconnaissant que Leto était vraiment aussi généreux et gentil qu'on le disait.
Leto mentionna alors que puisque Chen était prêt à commercer avec lui, il allait lui montrer les produits. Chen regarda et vit que le premier article s'appelait Parchemin de marcheur du tonnerre de grade S. Le parchemin du tonnerre était une puissante profession qui exploitait la puissance du tonnerre et se raffinait grâce à elle. Il était capable de détruire les ennemis avec la puissance du tonnerre et possédait des capacités de combat de mêlée extrêmement puissantes. Son prix était de 500 pièces d'or. Le deuxième objet s'appelait Toucher du faucheur, un objet de grade S. La touche du faucheur est un fusil de précision légendaire qui ne peut être utilisé que par les professionnels des armes à feu. Il a été créé par le dieu nain, un ami proche des gobelins et du dieu du commerce, Leto. En voyant les objets, Chen fut stupéfait et remarqua qu'il s'agissait du parchemin de profession de marcheur du tonnerre de sa vie précédente, ce qui indiquait qu'il avait été acheté là. Chen réalisa également que Leto possédait de nombreux autres objets professionnels précieux. Chen s'est donc excusé auprès de Leto, expliquant qu'il voulait toutes ces choses, mais qu'il ne pouvait pas se les offrir pour le moment. Leto répondit de manière compréhensive, mentionnant qu'il savait qu'au début des épreuves, les évolvers n'auraient pas beaucoup d'argent en main. Leto rassura également Chen en lui disant que ces produits n'étaient pas de la camelote et que Chen devrait travailler dur pour s'enrichir. Il exprima son impatience de revoir Chen à l'avenir. Chen réfléchit à ce qu'il allait répondre, mais il remarqua soudain que Leto revenait sur ses pas. Chen arrêta Leto et lui dit que même s'il n'avait pas les moyens d'acheter ces produits, il avait entendu dire que les dieux ne pouvaient pas participer directement aux essais et qu'ils devaient investir dans des êtres évolués pour faire du profit. Chen demanda alors à Leto s'il était venu avec l'intention d'investir. Leto a été impressionné par la perspicacité et les connaissances de Chen. Leto a alors demandé à Chen s'il voulait ses investissements. Chen répondit en mentionnant qu'il avait entendu parler d'un trésor entre les mains de Leto, hautement considéré par tous les dieux, et qu'aucun évolver ne pouvait le refuser. Il demanda alors à Leto de l'investir en lui, l'assurant qu'il ne le regretterait pas. Leto répond en affirmant qu'un investissement doit être rentable, ce que tous les dieux convoitent. Il a demandé à Chen ce qui lui faisait penser qu'il pouvait offrir plus que ce qu'il valait. Leto lui dit alors que même si Chen était son admirateur, il ne s'engagerait pas dans une affaire qui lui ferait perdre de l'argent. Chen se transforma donc en sa forme évoluée, avec la main marteau et la griffe, et demanda à Leto de l'examiner pour lui montrer ce dont il était capable. Leto était fasciné de voir le talent classé au niveau SSS. Leto déclara ensuite que Chen avait un talent particulier, comme il n'en avait jamais vu, ce qui rendait le terrain d'essai de l'étoile bleue très intéressant. Leto admit que c'était tentant pour lui, mais qu'il n'avait pas l'intention d'investir autant dès le départ. À la surprise de Chen, Leto dit d'accord, décidant de lui donner une chance et conseillant à Chen d'en profiter. Leto mentionna que si Chen n'était pas doué et n'avait pas l'aura des autres dieux, il n'aurait pas accepté. Chen demanda s'il pouvait recevoir le précieux investissement immédiatement, mais Leto répondit par la négative. Il expliqua que le talent ne représentait pas nécessairement l'avenir, citant que parmi les dieux, il y en avait qui n'avaient pas un talent de niveau A. Leto insista sur le fait que pour recevoir son précieux investissement, il fallait d'abord avoir un talent de base. Leto insista sur le fait que pour recevoir le plus haut niveau d'investissement, Chen devait prouver sa valeur par sa propre force et sa propre croissance. Soudain, l'écran de Chen afficha une notification. Le dieu des gobelins et du commerce, Leto, lui avait confié une mission de rang SS, l'investissement ultime. Leto demanda à Chen s'il voulait l'accepter, et sans hésiter, Chen accepta directement la demande de mission. Leto donna une pièce à Chen, expliquant qu'à chaque fois que Chen accomplirait la tâche, il pourrait utiliser la pièce pour invoquer son ombre. Leto exprima alors l'espoir que Chen ne le ferait pas attendre trop longtemps. Chen demande alors à Leto s'il peut lui montrer le trésor que tous les dieux convoitent. Leto répondit par un oui et révéla le trésor, nommé le parchemin de la double procession. Le parchemin de la double procession permet à l'utilisateur d'avoir deux professions simultanément, ce qui permet à la croissance des attributs de la double profession, au bonus d'attributs, et aux compétences de prendre effet en même temps. En voyant cela, Chen fut stupéfait et se demanda s'il s'agissait vraiment d'une double profession. Leto informe alors Chen que la transaction est terminée et qu'il est temps pour lui de partir. Avant de partir, Leto mentionna que sa récolte de la journée était plutôt agréable, et il espérait que Chen pourrait terminer la tâche. Après le départ de Leto, Chen a ouvert son panneau de mission pour voir ce qu'il avait à faire. L'objectif de la mission était de trouver une copie spéciale du royaume secret à l'université de Jiangcheng, de vaincre la créature à l'intérieur qui intéressait Leto, et d'obtenir une partie de son corps pour le donner à Leto.
Chen remarqua que dans la zone des récompenses, il était écrit que la récompense serait décidée par Leto. Impressionné, Chen pensa que Leto était vraiment un dieu du commerce. Chen pensa alors que la réputation de Leto dans sa vie antérieure était bonne et que s'il ne faisait pas un bon travail, il ne subirait aucune perte. Ensuite, il s'est interrogé sur l'université de Jiangcheng, se demandant si elle possédait un royaume secret à ses débuts. Si c'est le cas, il doit s'agir d'un royaume très bien caché, car il n'en a jamais entendu parler. Chen se demanda où il devait commencer à chercher. La scène s'est ensuite déplacée dans le gymnase de l'université de Jiangcheng, où certains garçons intimidaient d'autres garçons et d'autres filles. La brute, nommée Tom, exige que les élèves plaident pour être ses serviteurs de la manière qui lui plaît, menaçant de leur faire du mal s'ils n'obtempèrent pas. Les élèves ont furieusement rejeté sa demande, affirmant qu'il ne le ferait que dans ses rêves et le traitant de bâtard de cochon. En entendant cela, Tom s'est excité et a menacé que s'il voulait en se faire anéantir, il serait heureux de le faire. Il les a également rassurés en leur disant de ne pas s'inquiéter, car il ne les laisserait pas mourir si facilement. Une jeune fille nommée Mia, camarade de Tom, s'est approchée de lui et lui a demandé d'arrêter, disant qu'il allait trop loin. À la surprise générale, Tom l'a frappé à son tour, en lui disant de ne pas s'en mêler. Soudain, une explosion se produit dans le mur, ce qui a pour effet de crisper tout le monde. Chen est sorti de l'ouverture et a confronté Tom, lui demandant s'il avait battu ses étudiants. Tom a souri et l'a fièrement admis, en demandant si Chen n'aimait pas ça. Au moment où Tom leva les yeux, il fut stupéfait de voir Chen s'approcher furieusement de lui, brandissant un pouvoir incroyable. Chen a frappé Tom d'un coup de marteau, en lui disant d'aller se faire voir. Voyant Tom en difficulté, son ami a essayé de l'aider en combattant Chen, mais Chen l'a également vaincu rapidement. Pendant qu'il les maîtrisait, Chen demanda si l'un d'entre eux appartenait à la faculté de médecine, car il cherchait quelque chose, et avait besoin de l'aide de quelqu'un qui connaissait bien la faculté de médecine. Les étudiants ont répondu par la négative, précisant que l'un d'entre eux était ingénieur civil et que d'autres étaient des étudiants étrangers. Cependant, une jeune fille nommée Jia a pointé du doigt Mia et a rappelé que Mia était étudiante en médecine. Voyant cela, Mia se crispe et supplie Chen de ne pas lui faire de mal, insistant sur le fait qu'elle n'a fait de mal à personne. Ensuite, Mia a commencé à dire des choses étranges, comme qu'elle aimait la nation du dragon, et elle s'est décrite comme étant blanche avec un cœur excité, et qu'elle était très excitée dans son cœur. En entendant cela, les élèves des garçons se sont mis à rire, tandis que l'élève de la fille s'est senti gêné. Mia a demandé à Chen de l'épargner, promettant de faire n'importe quoi en retour. Jia répète que Mia n'a rien fait de mal, et qu'elle a même essayé d'arrêter les deux hommes. Chen a répondu qu'il comprenait. La scène s'est ensuite déplacée vers le matin, où Chen dit à tout le monde qu'à l'exception de Mia, ils peuvent tous partir. Il leur dit qu'à leur sortie, ils devraient suivre la piste des cadavres de zombies, jusqu'à la villa Jiangcheng Dongshan, et signaler qu'il s'agit de Chen Bai. Les gens là-bas s'occuperaient d'eux. En entendant cela, ils devinrent tous tendus, s'inquiétant du fait que la ville était pleine de zombies, et qu'ils ne pouvaient donc pas s'y rendre. De plus, ils ont souligné que la villa Dongshan était loin de l'université, et qu'ils craignaient de mourir en chemin. Chen les rassura en leur disant qu'il avait éliminé presque tous les zombies sur le chemin, et qu'ils n'avaient donc pas à s'inquiéter car ils ne seraient pas en danger. Il mentionna également que puisqu'ils étaient tous des survivants, ils seraient doués pour tous ceux qui se trouvaient là. Chen fit remarquer que s'ils étaient trop effrayés pour affronter les zombies maintenant, que feraient-ils lorsque les zombies et les monstres commenceraient à se multiplier? Ils seraient comme morts. En entendant cela, ils furent tous stupéfaits pendant un moment. Jia remercia Chen en comprenant ce qu'il essayait de dire. Puis tout le monde est parti. Pendant que tout le monde partait, Mia a demandé à Chen pourquoi elle ne pouvait pas partir avec eux et pourquoi il la gardait là. Chen n'a pas répondu. Mia se sentait gênée, se demandant si Chen la gardait là pour des raisons romantiques. Mia conclut alors qu'elle comprenait que les étudiants du royaume du dragon aimaient les filles étrangères, et que Chen devait être dans le même cas. C'est pourquoi il l'avait gardée avec lui. Elle a ensuite demandé à Chen de ne pas utiliser la violence contre elle, car elle serait son cheval le plus sauvage. En entendant cela, Chen sourit et dit à Mia qu'elle l'avait mal compris, car il n'était pas intéressé par un cheval avec 1 million de cavaliers. Il lui demanda ensuite si elle n'avait pas entendu ce qu'il avait dit auparavant, à savoir qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à trouver quelque chose dans le département médical. Mia s'est sentie gênée à ce moment-là et s'est excusée, admettant qu'elle était tellement effrayée qu'elle n'avait rien entendu. Puis elle a furieusement crié à Chen, disant qu'il ne pouvait pas l'insulter comme ça, car elle n'avait pas été chevauchée par des milliers de personnes. Elle a rapidement ajouté qu'elle n'avait été montée par personne jusqu'à présent, et qu'elle pouvait le prouver. Chen a répondu par un « ok », comme s'il avait compris.
La scène s'est ensuite déplacée quelque temps plus tard au stade de l'université de Jiangcheng, où Mia a dit à Chen qu'elle était fatiguée d'avoir tant marché et lui a demandé s'il pouvait faire une pause. Chen a répondu par un non et, à sa grande surprise, il lui a tenu la taille, expliquant qu'il devait aller vite et se mirent à courir. À ce moment-là, sa chemise est tombée par terre et elle a même crié à ce sujet. Mais Chen ne l'a pas entendu. Au bout de quelques minutes, ils atteignent le bâtiment de recherche du département médical, où Mia, un peu frustrée, a crié après Chen, l'accusant d'être trop pressant. Elle a expliqué que si elle ne s'était pas pris les pieds dans sa chemise à ce moment-là, il aurait été très embarrassant pour elle de se retrouver en sous-vêtements. Chen lui demande alors s'il s'agit du bâtiment de recherche. Mia a répondu par l'affirmative, expliquant qu'il y avait une salle de recherche au 3e étage où seuls les professeurs pouvaient entrer. Elle a ajouté qu'elle contenait de nombreux échantillons et des informations sur les bactéries et les virus. Elle a également mentionné que celui qui se trouve sur le côté et qui va sous terre n'était pas un garage. C'est la maison et l'incinérateur de M. Ushi. Elle a supposé que s'il y avait quelque chose de caché dans le département médical que les gens ne connaissaient pas, c'était le seul endroit auquel elle pouvait penser. Chen répondit qu'il comprenait et lui demanda de le suivre. La scène s'est ensuite déplacée dans le laboratoire de recherche sur les virus de l'université, où se trouvaient de nombreux types de virus. En voyant cela, Chen fut impressionné et remarqua qu'il ne s'attendait pas à ce que l'université Jiangcheng possède un tel trésor. Il commença alors à absorber tous les virus et remarqua que la plupart d'entre eux étaient des virus pelucheux. Mais cela ne le dérangeait pas car il s'agissait tout de même d'une université. L'écran de Chen montra qu'il avait gagné suffisamment de virus de la grippe et le nombre de points nécessaires pour transformer la grippe en compétence diminua. Enthousiaste, Chen pensa à faire un essai. Après la mise à jour, il réussit à obtenir la compétence de grippe. Cette compétence libère un virus de la grippe qui infecte une cible dans son rayon d'action, réduisant tous les attributs de la cible et ajoutant une condition négative. De plus, elle interrompt les chances, l'accumulation et la visée lorsqu'elle est déclenchée. En lisant des informations sur le virus de la grippe, Chen s'est senti heureux car il était puissant, avait des capacités d'interruption et offrait un contrôle puissant, surtout avec l'ajout de l'effet d'éternuement. Chen réalisa alors qu'en parcourant l'arbre des virus, il n'avait pas prêté assez d'attention à la réalité des virus, et il semblait qu'il devrait faire plus attention à cet aspect lors de ses futures mises à jour. Chen pensa que le niveau SSS était vraiment terrifiant. Il réalisa alors qu'il lui restait quelques points de virus, et considérant que l'épreuve du dieu gobelin ne devait pas être simple, il décida de les utiliser pour augmenter sa force. Chen ordonna alors d'ouvrir l'arbre de compétences du virus de la lumière noire. Il débloqua 2 compétences, le vol et la concentration. La compétence de vol lui permet de s'accrocher à n'importe quelle surface grâce au virus de la lumière noire, ce qui améliore considérablement son équilibre et son sens de l'orientation. La compétence de concentration améliore considérablement la vision dynamique et les réflexes, et double la capacité à contrôler tous les muscles du corps. Chen s'est ensuite interrogé sur l'expression « tous les muscles » et s'est placé près d'un mur pour en contempler la signification. Il a donc touché le mur et d'un seul coup, le mur s'est abîmé autour de la zone perforée. Mia en fut choquée et se demanda comment il pouvait faire cela d'un simple toucher. Elle se dit même que c'était une bonne chose que Chen ne l'ait pas utilisé avant sur elle pour des raisons romantiques. Sinon, elle aurait été gravement blessée, voire pire. D'un autre côté, Chen était heureux de voir que s'il pouvait contrôler tous ses muscles, il pouvait donner un coup puissant quelle que soit la taille, et que même une fraction de millimètre suffisait à donner un coup de poing puissant. Soudain, Chen remarque que Mia rougit et lui demande pourquoi elle rougit. Mia répond que ce n'est rien. Chen lui a alors dit qu'il n'y avait rien pour lui au laboratoire et lui a demandé d'aller chez M. Oshi. La scène se déroule ensuite quelque temps plus tard, au dépôt de l'enseignant. Mia avait peur parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Chen a demandé à Mia de se taire et de ne pas bouger car elle le sentait. En fait, Chen pouvait sentir une étrange vibration provenant de la salle d'incinération. Il ouvrit donc la pièce et demanda à Mia de rester à l'extérieur et de ne pas entrer avec lui. Mia a dit qu'elle avait peur. De l'autre côté, Chen reçut une notification sur son écran lui demandant s'il voulait entrer dans le donjon nommé « Incinérateur de froid ». Chen répondit par un oui absolu. Sur l'écran, il était indiqué qu'une autorisation réussie pouvait lui donner une existence permanente, mais que si elle n'était pas autorisée dans les 2 jours, elle disparaîtrait définitivement. Chen réalisa alors qu'il n'était pas étonnant qu'il n'en ait pas entendu parler auparavant. Chen se prépare avec sa forme Evolver en mode passif. Tous les monstres commencent à venir vers lui, l'attaquant furieusement. Le premier monstre mutant attaqua Chen, mais il le vainquit facilement d'un coup de griffe.
Après avoir tué le monstre mutant, il gagna 400 points d'expérience. Étonnamment, le mutant attendait que le premier soit vaincu. Une fois qu'il est tombé, le mutant a commencé à consommer le second pour augmenter sa puissance d'attaque. Soudain, il lança une attaque semblable à un orage sur Chen. Chen esquiva l'attaque et remarqua qu'il s'était demandé pourquoi les mutants ne l'attaquèrent pas ensemble. Il comprenait maintenant que chaque mutant avait des capacités d'attaque différentes, et que l'attaque du second mutant pouvait blesser le premier. Malgré la situation, Chen resta impassible, car l'attaque ne le menaçait guère. Il réplique par un puissant coup de poing en forme de marteau et vainc le mutant. Son écran affichait qu'il avait vaincu une araignée épicée de niveau 7, ce qui lui avait rapporté 1000 points. Chen se sentit ravi, réalisant que le donjon était vraiment captivant et qu'il y avait beaucoup de points d'expérience à gagner. Pressé, Chen cria aux mutants de venir aussi vite qu'il le pouvait. Il les vint un par un, gagnant tantôt 400, tantôt 1000 points d'expérience. Peu à peu, il élimina des dizaines de mutants avant de recevoir une notification l'informant qu'il était passé au niveau 4. En guise de récompense, il reçut 2 points d'attribut. Chen s'adressa au monstre principal, déclarant qu'il avait vaincu tous ses sbires et se demanda pourquoi il n'était pas encore sorti. Il proposa même d'aider le monstre à sortir, en lui tendant la main. Alors que Chen se moquait du monstre, une paroi de la machine se brisa soudain, et un énorme monstre ressemblant à de la viande commença à en sortir. Interloqué par cette apparition soudaine, Chen se sentit tendu et se demanda comment le monstre de viande pouvait susciter en lui un tel sentiment de danger. Il a rapidement élaboré un plan pour éliminer le monstre avant qu'il n'évolue davantage. Sans hésiter, Chen lança une attaque, mais le monstre se défendit rapidement d'une main. Sans se laisser décourager, Chen tente à nouveau d'infecter le monstre avec son virus grippal évolué. Le système de Chen lui indiqua que la compétence n'avait aucun effet sur la cible. Alors que le monstre de viande émergeait complètement des machines, il se transforma en une forme géante. Le monstre répliqua par un puissant coup de poing, envoyant Chen voler en arrière et s'écraser contre le mur. L'écran de Chen affichait le nom du monstre, Biomaniac. Sans se laisser décourager par la fureur du monstre, Biomaniac attaqua à nouveau Chen, mais cette fois-ci, Chen se défend et contre-attaque de toutes ses forces. Cependant, Biomaniac a utilisé sa capacité de régénération rapide pour se remettre rapidement de l'assaut. Malgré l'intensité de la bataille, Chen semblait étrangement heureux pour une raison ou une autre. Il expliqua qu'il n'avait pas pu se battre de toutes ses forces depuis sa renaissance. Maintenant, il était ravi à l'idée de pouvoir libérer toute sa puissance dans le combat contre Biomaniac. Chen mentionna également que dans quelques jours, ses mains et ses pieds seraient rouillés. Il révéla son intention d'utiliser Biomaniac pour restaurer une partie de ses forces. Le combat se poursuivit sans relâche, Chen lançant attaque sur attaque tandis que Biomaniac se soignait continuellement. Après 1 heure de combat ininterrompu, ils étaient toujours au coude à coude. Chen était stupéfait par la régénération apparemment infinie de Biomaniac, se demandant s'il y avait une limite à cela. Chen activa également sa capacité d'état de sablier, ce qui lui permit de récupérer un peu avant de reprendre ses attaques incessantes. Il déclara sa détermination à tester si Biomaniac était vraiment immortel ou non. Une autre heure passa. Et cette fois Chen resta calme, observant que Biomaniac mettait plus de temps à se guérir. Chen commença à se demander s'il y avait une limite à la régénération de Biomaniac, et si le monstre ne finirait pas par cesser complètement de se soigner. Une autre heure s'écoula dans leur combat acharné, et cette fois, la taille de Biomaniac avait considérablement diminué, laissant le monstre étendu sur le sol. Chen, un peu attristé, pressa Biomaniac de se lever et de se remettre sur pied, précisant qu'il n'avait pas fini de jouer avec lui. Le combat se poursuivit à un rythme plus lent et, au bout d'1 heure, Biomaniac gisait sur le sol, immobile, ne rayonnant plus et réduit à la taille d'un petit morceau de viande. Chen observa la situation et réalisa que Biomaniac n'allait plus se rétablir. Avec détermination, Chen décida qu'il était temps de clore le chapitre de Biomaniac. Il piétina Biomaniac, l'écrasant en morceaux. Lorsque la poussière retomba, l'écran révéla que Biomaniac était un boss de niveau 8. Et Chen gagna 10 000 points en le battant. De plus, Chen monta en niveau grâce à sa victoire, atteignant le niveau 5. Chen reçut une notification l'informant que le donjon avait été nettoyé avec succès et qu'il avait désormais la possibilité de quitter le site à tout moment. Son écran lui posa une question intrigante, à savoir s'il souhaitait télécharger la vidéo de la sortie du donjon en tant que guide vidéo payant, le paiement allant à l'auteur du téléchargement. Chen a accepté les conditions et a demandé à cacher son apparence, son nom et sa carte d'identité. La scène se déroule ensuite à la villa Dongshan, où Zikyong se fait masser par Sujin. Soudain, Zikyong a été choqué de voir une annonce dans le groupe de discussion.
Une personne nommée White avait téléchargé la vidéo de déblocage du donjon mystère de niveau cauchemar appelé Incinérateur, et le prix de visionnage était fixé à 1 pièce de cuivre. Zikyong et Sujin, très curieux, ont décidé de regarder la vidéo ensemble. Pendant ce temps, d'autres pionniers se sont également connectés où qu'ils se trouvent. Une jeune fille a été stupéfaite par la vitesse à laquelle Chen a combattu le monstre. Elle a dû ralentir la vidéo pour l'observer attentivement. Certains spectateurs ont été impressionnés par les compétences de Chen Bai, tandis que d'autres s'inquiétaient de la vitesse de récupération du monstre, se demandant s'il était sage pour Chen de s'engager dans un tel combat. Cependant, une enfant pionnière se sentait heureuse de voir que Chen Bai s'était complètement rétabli après avoir vaincu Monster.